accompagne vos nuits. La libre antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de Libre Antenne. Nous serons ensemble jusqu'à 1h du matin. Allez, une petite phrase de Lao Tse pour commencer cette émission. Les nouveaux débuts sont souvent déguisés en douloureuses fins. Et vous, que voulez-vous débuter ou finir ce soir ? Venez nous en parler au 39 21. Et puis bien sûr, vos SMS au 7 39 21. Commençons vos messages par le mot nuit. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous vos conseils qui sont si utiles pour ceux qui nous appellent. Fifi est avec nous ce soir aux manettes. Vous êtes sur Europe 1. C'est la Libre Antenne. Et c'est parti. Europe 1. Et c'est Hervé qui nous rejoint pour commencer cette émission. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir ? Alors écoutez, je vais essayer de résumer ça simplement. Je pense que j'ai été plutôt chanceux dans ma vie, que j'ai souvent été heureux, que j'ai grandi dans un environnement familial sain, avec des parents unis, aimants, etc. Et que ce soir, après quelques mois tumultueux que je vais essayer de vous condenser, de vous synthétiser rapidement, je me suis rendu compte que pour la première fois de ma vie, j'étais authentiquement et profondément malheureux. Vraiment une détresse, un souci, insondable. D'accord. Parce que je vais vous faire une espèce de résumé rapide. J'ai 38 ans. J'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse à 22 ans. Dans une période où je pense qu'on n'est pas encore complètement fini, complètement on ne sait pas trop encore qui on est vraiment. Oui. Exactement, et on choisit souvent son partenaire pour combler certaines lacunes, certaines frustrations, ou pour se donner peut-être même un peu une image sociale qu'on aimerait donner alors qu'on n'est pas réellement. Et en l'occurrence, moi j'ai rencontré une femme quand j'avais 22 ans, qui était une femme brillante, qui venait d'avoir un concours de grande école, qui faisait une fête avec des amis, et c'est à cette occasion que je l'ai rencontré. Et moi qui évolue dans le domaine du spectacle, mais qui ai beaucoup galéré, je suis le fils d'un papa extrêmement brillant, qui a fait des études extraordinaires, extrêmement cultivé, extrêmement discret, humble, enfin une espèce de papa assez imposant intellectuellement, très discret, mais avec une capacité cérébrale et intellectuelle extrêmement forte. Et donc j'ai trouvé en cette femme peut-être l'ingrédient qui me manquait, ou en tout cas que je pensais ne pas avoir, et à côté de ça aussi une simplicité et une femme formidable. Et on s'est mis ensemble et on a passé beaucoup d'années ensemble et on a fait deux enfants ensemble magnifiques qui ont 5 et 8 ans aujourd'hui. Et il y a quelques temps, les enfants et le parcours qu'on a eu ensemble l'a un petit peu abîmé, parce que je me suis rendu compte que cette étudiante brillante était au fait très à l'aise en tant que fille de ses parents, mais moins à l'aise en tant que mère de ses enfants. Il lui manquait une petite case, entre guillemets, pour assumer le quotidien difficile. J'habite à Paris, de quelqu'un qui travaille dans le monde du spectacle également, et qui est entrepreneuse, et qui doit s'occuper de ses enfants et de son mari, etc. Ce qui n'est pas toujours évident. Extrêmement compliqué, mais devant ces limites, je me suis démultiplié pour essayer d'apporter l'ordinaire et l'extraordinaire dans mon couple, dans mon foyer. Et je me suis un peu transformé en mère au foyer. J'étais la mère nourricière, entre guillemets. C'est moi qui faisais à manger pour tout le monde, tout le temps. Je pense que je dois avoir 3000 baby cooks à mon actif. Je voyais peu à peu mon épouse se noyer dans un verre d'eau, ne pas y arriver, être toujours épuisée. Là, c'est finalement complètement sacrifier sa vie d'épouse au profit de sa vie professionnelle et de sa vie de maman. Je pense que c'est quelque chose d'assez commun, malheureusement.
Et on en a parlé beaucoup. On n'a jamais vraiment réussi à trouver de solution à ces problèmes. Et j'ai rencontré une femme sur mon lieu de travail. Je pense que, encore une fois, malheureusement, c'est assez commun. Qui est un peu plus jeune que moi, qui a 10 ans de moins que ma femme, et qui m'a plu et qui a commencé à devenir une maîtresse, une partenaire sexuelle, en fait, vraiment sans autre ambition de mon côté. Elle était assez amoureuse de moi, et un beau jour, voyant qu'elle n'avait pas vraiment d'avenir avec moi, mais ce que je trouvais tout à fait normal, elle a rencontré un jeune homme plutôt de son âge. Je suis un petit peu plus âgé qu'elle, et puis elle a commencé une relation. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que finalement, ça m'atteignait un petit peu, ça me créait un peu de jalousie, un peu de mal-être. Et finalement, j'ai un peu tout fait pour qu'elle s'en débarrasse, et sans m'en rendre vraiment compte, je suis tombé très amoureux de cette femme. Et ça a perturbé énormément ça a perturbé mon équilibre. Moi qui avais trouvé ma femme, mes enfants, mon foyer, on avait le projet d'acheter un appartement, etc. Je me suis retrouvé dans une situation que j'aurais dû fuir, mais dans laquelle je me suis complètement vautré de rentrer dans une histoire extra-conjugale. J'avais une maîtresse. Et quelques temps après, je parle de ça il y a 1 an et demi à peu près, j'ai accumulé les vertiges, les migraines, les maux de ventre, bref, mon corps m'a lâché. Je me sentais vraiment pas bien dans cette double vie, et peut-être en ayant un peu mal analysé la situation, j'ai quitté mon foyer, j'ai quitté ma femme il y a 1 an, au début de l'été. Et il y a 1 an que je vis dans un appartement dans lequel je vous appelle présentement, pour me retrouver seul. Mais je me suis jamais vraiment retrouvé seul, parce que il y avait cette femme. Mais cette femme dont j'étais amoureux, à partir du moment où j'ai mis un pied en dehors de mon appartement familial, conjugal, j'ai jamais réussi à retrouver cet émoi, ce vertige amoureux qui me liait à elle. Toute la nuance entre le coup de cœur qu'on peut avoir pour une destination de vacances et venir s'y installer ensuite pendant l'année. Bon, c'est un autre charme. C'est la nuance entre le tourisme et l'immigration, entre guillemets. Mais malgré tout, cette femme avait réussi à faire renaître chez moi une vraie masculinité. Je me suis rendu compte, parce que j'ai été suivi par une psychologue pendant ces 12 derniers mois, que tout simplement j'avais changé, que j'avais eu des besoins à une époque liés à cette frustration, ce complexe par rapport au papa, etc. Et puis finalement, j'avais réussi dans la vie, que mon père m'a dit un jour, je suis fier de toi, ce que tu as réussi à faire, j'aurais pas réussi à le faire. Et que donc, je pense avoir un peu bouclé une boucle de ce côté-là, et je me sentais mieux. Et du coup, cette partenaire que j'avais choisie, qui comblait certains manques, certaines frustrations à une époque, n'était plus la partenaire idéale, que j'avais davantage maintenant envie d'affirmer ma masculinité, et que j'ai trouvé une femme qui m'a aimé, et qui m'a réconforté dans ma virilité, avec laquelle j'ai beaucoup fait l'amour, et avec laquelle je me suis énormément épanoui et amusé sexuellement. C'est très important, alors que c'était quelque chose qui était devenu assez rare avec mon épouse. Je suis parti de chez moi, et pendant 1 an, j'ai eu l'impression de ne pas prendre de décision. J'ai eu l'impression de m'abandonner un peu au plein pouvoir féminin, d'écouter ma femme, d'écouter ma maîtresse, entre guillemets, qui ne l'était plus, parce que j'avais quitté ma femme. Et donc, je faisais un peu ce qu'on me disait, entre guillemets. J'ai eu l'impression d'être complètement abattu. En fait, j'ai pas eu le temps de faire le deuil de ma relation avec ma femme, mes enfants, que j'aime extraordinairement, et pour qui j'ai été un papa poule extrêmement présent. Et je suis parti en vacances cet été. J'ai passé un peu de temps tout seul. Je suis rentré à Paris, où j'habite. Et je n'ai plus pu mettre un pied dans cet appartement que j'ai loué. Je suis retourné chez moi, dans mon appartement, celui que ma femme habite avec mes enfants. J'ai passé un petit peu de temps, ça m'a fait du bien. Et j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'agisse, que je fasse un choix. Et ce soir, j'ai quitté cette femme avec qui j'ai passé 1 an de relation un peu tumultueuse, en n'osant pas vraiment être officiellement avec elle, sans dire à ma femme que j'avais quelqu'un, mais qui l'a évidemment découvert, sans le dire vraiment à mes amis, à mes parents, gardant ça de manière un peu clandestine, ce qui voulait bien dire que j'avais pas vraiment envie peut-être d'épouser cette nouvelle vie. La famille recomposée me fait horreur. Et ce soir, je l'ai quitté parce que je pense que c'est un choix de raison. Je pense qu'il faut que je le fasse. Je l'ai fait, j'ai beaucoup pleuré, elle aussi, on s'est dit qu'on s'aimerait toujours, comme le disent tous les gens qui se séparent. Et je me suis retrouvé dans ma voiture, tout seul, et je vous ai appelé. D'accord.
Vous avez bien fait de nous appeler. Super. Vous avez bien fait. Ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont vos sentiments aujourd'hui envers votre femme. Avant tout, énormément de mélancolie et de nostalgie des temps, des moments, des bons moments que j'ai passés avec elle. Je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement mélancolique. Plutôt épicurien, costaud, assez grande gueule, etc. Mais sensible et mélancolique de l'autre côté. Je pense avant tout à ça. J'ai une image d'Épinal de mon couple, de mon foyer, parce que c'est la dernière image rassurante, c'est la dernière image de sérénité que j'ai dans ma vie. Sérénité que j'ai perdue depuis que j'ai quitté mon domicile. Encore une fois, j'ai été élevé dans un couple qui est encore lui. Et ces sentiments sont une très grande familiarité, une proximité, quelque chose qu'on partage par rapport à nos enfants qui est extrêmement fort. Je pense qu'on n'est pas des parents démissionnaires, on n'est pas non plus des parents adorateurs. Je pense qu'on est de bons parents. Je pense même qu'on a réussi à bien gérer notre séparation, ça a été notre obsession. Mais je n'ai plus j'ai beaucoup de tendresse pour elle, j'ai beaucoup, finalement, d'amitié. On parle beaucoup, c'est une femme qui est intelligente, qui est cultivée, mais qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a peut-être de son côté, elle l'admet volontiers, a raté un peu la marche de la féminité, qui s'est construite en tant que femme très 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 tardivement. Et je n'ai pas... Excusez-moi Hervé, comment elle a vécu votre départ ? Extrêmement mal. Elle a été extrêmement malheureuse, touchée, et on a énormément communiqué par la suite, et elle a enfin fait tout ce que j'implorais qu'elle fasse lorsqu'on était ensemble. Qu'elle aille voir quelqu'un parce qu'elle se noyait dans un verre d'eau, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'arrivait pas à avancer dans la vie. Elle qui avait été une étudiante brillante, lorsque je l'ai rencontrée, elle sortait d'une grande école pour attaquer une autre grande école, dans laquelle elle a été élue présidente des élèves en 15 jours, en créant une association, en organisant des soirées. Putain, je me suis dit, mais avec cette femme, on va faire équipe solidement et on va réussir notre vie parce qu'elle est formidable. Et moi aussi, j'ai énormément d'énergie. Je me reconnaissais en elle et elle en moi. Je pense qu'on a vraiment quelque chose de très fort l'un avec l'autre. Mais le désir sexuel, amoureux, physique, le filtre amoureux par lequel on regarde son conjoint et qui gomme les défauts, a disparu. Et je vois beaucoup de défauts aujourd'hui. Je vois beaucoup de détails pour lesquels j'avais au départ beaucoup d'indulgence, puis beaucoup d'exigence, et maintenant, faut le dire, parfois un peu de dégoût. D'accord. Comment vous vous sentez ce soir avec cette décision prise ? Je mesure à quel point je n'ai jamais osé me retrouver seul. Et là, depuis quelques minutes, quelques heures, je suis seul. Et j'ai appelé votre collaboratrice tout à l'heure, ça n'allait vraiment pas. J'avais vraiment un énorme coup de blues. Maintenant, les choses se sont un petit peu calmées, mais je ressens quand même que j'ai cette obsession de vivre avec l'une des deux. Il faut que je choisisse, alors l'une, l'autre, alors que la solution me paraît la solution qui paraît raisonnable et idéale, m'apparaît peut-être tout simplement d'être seul. Exactement. Pendant vous le savez au fond de vous. J'en suis convaincu, et la psychologue que j'ai beaucoup vue, qui est une femme bien, m'a recommandé avant l'été, avant que je parte en vacances, passer du temps tout seul, aller faire du trekking, aller faire de la randonnée, oxygénez-vous, passer du temps tout seul, mais j'ai beaucoup de mal à passer du temps seul, et cet été, je voulais en passer un peu, mais cette femme avec qui j'ai eu cette relation, j'ai toujours été embêté parce que elle a demandé à ce qu'on passe du temps ensemble, mais j'en avais pas vraiment envie. Mais je l'ai fait parce que je suis lucide sur le fait que jamais je ne rencontrerai une autre femme qui m'aimera autant et avec qui l'épanouissement sexuel sera aussi fort. Et j'ai 38 ans, j'ai vécu un peu. Bon, je suis, on va dire, à la moitié de ma vie. Je suis lucide sur le fait qu'avec 2 enfants et un travail extrêmement prenant, j'aurais pas forcément le loisir de rencontrer beaucoup de gens et beaucoup de femmes et de reconstruire quelque chose quand on a la chance de croiser quelqu'un dans sa vie qui nous aime.
très fort, c'est une chance. Et est-ce que c'est une raison suffisante pour rester avec elle ? Je crois que vous êtes forcé à prendre une décision, Hervé. Comme vous l'avez dit, une décision où c'est votre mental qui a parlé. Mais je ne suis pas très sûre que cette décision soit juste pour vous. Parce qu'en effet, vous l'avez fait presque, je dirais, en vous forçant, en essayant de retrouver une situation que vous aviez par le passé. Mais vous ne laissez pas le temps, en prenant cette décision si rapidement. Vous ne vous laissez pas le temps d'aller au bout de votre intériorité, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Et vous ne laissez pas le temps non plus à votre épouse de se retrouver, peut-être de comprendre. Tout ça m'a l'air très précipité. Ça fait 1 an. Ça peut paraître très court ou très long. Oui, mais je partage totalement votre remarque sur la précipitation, mais qui traduit une chose, c'est qu'effectivement, au moment où je ressens que j'ai passé quelques jours avec cette femme pendant l'été, et on s'est séparés, je rentrais à Paris, elle continuait ses vacances, j'ai senti une espèce de soulagement de me sentir seul, parce qu'elle est vraiment en demande, elle a envie de construire quelque chose, elle a envie peut-être dans l'avenir d'avoir un enfant. Je n'en veux plus, j'en ai 2, et je suis comblé avec mes deux fils. Et effectivement, à peine j'ai remarqué que il faudrait que j'ai la force d'arrêter cette relation, parce que finalement je suis en train de priver une jeune femme formidable peut-être de construire sa vie ailleurs, ce qui me fait un peu horreur, mais c'est une réalité. Je vais dans une histoire qui n'est pas très constructive. Et immédiatement, j'ai le réflexe de rentrer chez moi. Je n'envisage pas l'option qui est l'option d'être tout seul. Mais ne serait-ce qu'aussi être tout seul, ne serait-ce que, je dirais, par respect aussi pour votre épouse. Parce que ce que vous dites d'elle, vous avez une grande affection pour elle. Mais vous dites aussi clairement qu'aujourd'hui le sentiment amoureux n'y est plus. Est-ce que vous connaissez beaucoup de couples qui, après 15 ans d'union et 2 enfants, éprouvent encore un fort sentiment amoureux ? Alors vous savez, le sentiment amoureux, il fluctue. Oui, mais l'amitié amoureuse ne m'intéresse pas beaucoup, je pense. Le sentiment amoureux, il fluctue. Il vient et il s'en va dans un couple, et sur la durée, ça fait des vagues. Il y a des moments où on a envie de se séparer, d'autres moments où on est à nouveau très amoureux, on passe de très bons moments. Mais en tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas dans le haut de la vague. C'est bien qu'on puisse dire. Voilà. Donc ça veut dire, en effet, vous rassurer, peut-être en rentrant chez vous, mais est-ce que, en prenant cette décision assez abrupte, vous ne mettez pas en péril, et c'est une question que je pose, vous ne mettez pas en péril l'avenir aussi de votre couple ? Parce qu'à vouloir faire comme si, recommencer, alors peut-être que ça va vous rassurer dans les premiers temps, elle sera peut-être heureuse que vous soyez là, mais sans réelle transformation, les problèmes ressurgissent, et vous le savez. Absolument. Moi, je pense que c'est une faiblesse. Je pense que je suis rentré chez moi, bien évidemment, à une période où mes enfants n'y sont pas. Je suis extrêmement attentif à ça. Il est hors de question que je fasse du yo-yo avec mes enfants. Papa est là, papa n'est pas là, etc. Parlez bien dans le combiné, Hervé, parce que sinon on a un petit écho. Pardon, désolé. Non, pas de problème. Mais c'est du moment qu'on a passé ensemble à discuter. Je suis revenu chez moi d'abord seul, puis j'allais rentrer de vacances, puis on a passé 2 soirées ensemble à discuter, à beaucoup parler. Et je lui ai avoué beaucoup de choses. J'ai enfin eu je ne sais pas si on peut dire le courage, de lui dire que j'étais en vacances avec cette autre jeune femme, de lui dire que je l'avais trompé par le passé. Une fois, ça m'était arrivé. On s'est tout dit. Et on n'a pas cassé de vaisselle. On a tout dit. Et comme elle est tout à fait lucide
sur son comportement et sur le fait qu'elle a vécu effectivement assez longtemps. En gros, elle n'a jamais vraiment réussi à relever la tête après la naissance de notre premier enfant, qu'elle est devenue du coup, que ça lui a mis un poids sur les épaules et qu'elle a eu du mal à assumer ensuite sa vie multiple et difficile. On a parlé de tout ça et donc et ça lui a fait du bien de son côté d'aller voir quelqu'un pendant cette année. Ça me fait du bien d'aller voir quelqu'un pendant cette année, mais je ne suis pas convaincu lorsque vous dites que le sentiment amoureux va et vient dans un couple. Je pense que très difficile de faire renaître quelque chose. Alors peut-être qu'il faut beaucoup de temps. Et effectivement, cette année, je me suis privé de ça. Oui, et puis il faut de réelles transformations. Il faut prendre le temps de la transformation. Et c'est pour ça qu'en général, en tout cas, ça m'arrive souvent de conseiller à des couples qui sont un peu dans votre situation, de vivre séparément, de justement avoir du temps pour soi, pour se découvrir, pour savoir qui on est vraiment, pour pouvoir se retrouver éventuellement plus tard ou pas. Et de réapprendre un autre fonctionnement de couple en prenant de la distance. À Paris, le temps coûte de l'argent, c'est une donnée importante du problème. Oui. Mais le temps pour soi, et vous le savez très bien, le temps pour soi, pour être seul, pour réfléchir à qui on est vraiment, qui on a envie d'être, qui on est devenu, ce temps-là, on peut se l'accorder. On peut se l'accorder en effet en consultant, mais on peut se l'accorder aussi en effet en passant des moments seuls, en réfléchissant, en étant seul chez soi parfois. Alors, la question que je me posais quand même, Hervé, aussi, c'est finalement ce père, alors très discret, mais néanmoins charismatique à d'autres égards. Est-ce qu'il ne vous a pas empêché aussi de pouvoir savoir qui vous êtes vous vraiment ? C'est une évidence. Mais je pense que les choses se sont... Je pense que c'était vraiment très fort à une époque de ma vie qui va de l'adolescence à 25 ans ou 30 ans peut-être, mais les choses vont mieux aujourd'hui. Oui, on peut dire sur le papier, professionnellement, j'ai réussi dans la vie. J'ai un poste intéressant, j'ai un boulot intéressant, mais et je pense qu'il ressent de l'admiration pour ça, et c'est intéressant. Malgré tout, il n'a jamais vraiment établi le dialogue. C'est quelqu'un d'extrêmement secret, et d'extrêmement timide et pudique. Il n'a jamais vraiment établi le dialogue. Je crois savoir que l'an dernier, quand je me suis séparé, que ça n'allait pas bien, un jour il m'a appelé. Mais je suis lucide et je sais que derrière, il y avait ma mère qui était pendue au téléphone pour dire « Tiens, c'est ton fils, il faut que tu l'appelles ». Je pense que de lui-même, il ne l'aurait jamais fait. Et effectivement, peut-être que j'ai essayé de me travestir pendant une partie de ma vie pour me faire remarquer. Alors, mon père n'en a rien à foutre. On a des qualités tous les deux qui sont très différentes. Lui est un taiseux, brillant et intellectuel, et moi j'ai d'autres qualités sociales. Et je pense que j'ai une grande intelligence sociale et j'ai réussi grâce à ça. Et je suis arrivé dans une boîte en tant que stagiaire et maintenant quand je suis le directeur, je suis pas complètement demeuré. Oui, mais la construction, elle n'est pas que professionnelle ou intellectuelle ou dans la réussite. La construction, elle est affective aussi. Et une des premières choses que vous avez dites, c'est que finalement, cette tristesse que vous ressentiez, vous ne l'aviez jamais ressentie avant. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que justement vous n'êtes pas protégé beaucoup ? Vous êtes protégé affectivement dans un système qui fonctionnait, mais où vous n'avez pas pu explorer, vous voyez, cette vie affective. Ça va être le Flash Info dans quelques instants. Vous restez avec nous, Hervé, pour qu'on puisse terminer cette conversation. Vous voulez bien ? Avec plaisir. Alors on se retrouve tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1.
ensemble jusqu'à 1h du matin. Nous attendons vos appels au 39 21 et puis bien sûr vos réactions, vos conseils au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et juste avant le Flash Info, nous étions avec Hervé. Vous êtes toujours avec nous, Hervé ? Absolument. Vous nous expliquiez, Hervé, que vous avez été marié pendant assez longtemps avec une femme que vous aviez connue à 22 ans et que depuis 1 an, c'est ça, hein, vous aviez une relation avec une autre femme, plus jeune, que vous aviez quitté votre épouse pas pour cette jeune femme justement, mais pour vous retrouver un peu seul, et que ce soir vous aviez décidé de quitter cette deuxième femme et que vous aviez très envie de retourner, vous étiez même retourné chez votre épouse. Oui, vous aviez cette difficulté à être seul en tout cas, à vous retrouver seul. Et juste avant ce Flash Info, je vous disais que la construction n'était pas que professionnelle, parce qu'on parlait de votre père, qui était une figure importante dans votre vie, qui avait pris beaucoup de place manifestement, et que cette construction, elle n'était pas que professionnelle, parce que vous avez réussi professionnellement, vous nous disiez, mais que cette construction était aussi affective. Est-ce que vous avez pris le temps de vous construire affectivement ? C'était ma question. Je pense que la construction affective, elle repose sur les relations amoureuses et amicales. Bien sûr. Et pendant très longtemps, j'ai été un peu à l'opposé, mais est-ce que c'était de manière innée ou justement en réaction à une frustration, une névrose familiale ? J'ai été extrêmement entouré. Beaucoup d'amis, mes anniversaires, il y avait toujours énormément de monde, j'avais différents groupes d'amis, etc. Et comme je vous l'ai dit, à partir du moment, je pense, où j'ai réussi à avancer et à essayer à prouver quelque chose finalement à cette figure du père, peut-être effectivement très présente, je me suis rendu compte que j'ai perdu un peu cette dynamique, cette appétence pour les relations amicales, et j'ai laissé partir pour beaucoup de copains. Je fête plus mes anniversaires, je suis moins fêtard, peut-être, tout simplement. Et je pense qu'en fait, tout simplement, ça fait partie de moi. Je pense que je suis en train de me reconnecter à moi-même peu à peu, et que malheureusement, ma femme en a fait les frais, puisque je me suis effectivement senti peut-être à une époque mieux seul, ou en tout cas sans elle. Mais cette période de retrait qui dure depuis 1 an n'a jamais vraiment été une période de solitude, parce que j'ai toujours tenté, à la fois parce que j'étais dans l'indécision, de conserver une lueur d'espoir du côté de ma femme, en me disant peut-être qu'un jour la flamme se rallumera et que je serai tenté de revenir chez elle et reconstruire quelque chose ensemble chez nous. D'un autre côté, j'avais cette autre femme beaucoup plus volcanique sexuellement, et beaucoup plus drôle et féminine, et beaucoup plus assez libre, une fille très singulière, mais qui est aussi assez étouffante dans la mesure où elle a vraiment besoin de créer une histoire d'amour très forte avant d'être à l'aise dans la vie. Elle n'a pas des priorités professionnelles ou personnelles ou liées à un hobby quelconque. Non, elle, c'est son tropisme, son obsession presque va vers l'épanouissement de couple. C'est son hobby, voilà. Son couple et son homme, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est aussi un moteur quotidien. Ce qui est assez effrayant quand on sort d'une relation de 15 ans où finalement, je me faisais cette réflexion tout à l'heure, peut-être que ça aurait été plus commode si elle avait vécu à 100 km de Paris et qu'on avait pu entretenir doucement une relation, à se voir quand on peut, et cultiver le manque et construire doucement pour que je puisse moi-même me rétablir dans mon coin. Donc cet épanouissement affectif, parce que c'est la question que vous posez, je pense l'avoir construit avec mon épouse dans un premier temps, mais fondé sur des bases finalement assez fragiles, parce que liées à l'homme que j'étais quand j'avais 22-25 ans. Oui, à l'homme que vous étiez, et aussi au modèle, vous l'avez dit aussi. Hein, les premiers mots que l'on prononce souvent dans un témoignage, ils sont tellement justes. Vous avez dit aussi que vous étiez calqué sur un modèle, c'était une femme brillante, et dans votre famille on était brillants, et elle répondait aussi à certains critères, qui n'étaient pas des critères finalement très intimes ou amoureux, qui étaient aussi des critères sociaux. Ça ne veut pas dire que... Voilà. Mais du coup, il y a une révélation que je me suis faite dans cette année qui vient de passer.
que ma psychologue conteste, c'est ce sentiment de m'être construit uniquement en fonction des autres, en étant cette espèce de caméléon social objectivement plutôt brillant, drôle et performant entre guillemets, au détriment d'une authentique construction personnelle. Et j'ai le sentiment à 38 ans aujourd'hui d'être une coquille vide, d'être un peu, d'incarner ce syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je me sens pas plus brillant qu'un autre, mais pourtant j'ai des responsabilités assez importantes dans une entreprise de médias et de spectacles, de spectacles. Je suis je pense que je suis dans une fuite en avant qui me force à me retrouver face à des femmes qui me renvoient une image extrêmement positive de moi, puisque à droite comme à gauche, dans ma vie aujourd'hui, j'ai 2 femmes qui m'aiment. C'est un luxe. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux tout seuls. Et malgré tout, c'est cet amour qui est assez, entre guillemets, conventionnel d'un côté et extraordinaire de l'autre. Je n'y trouve pas mon Parce que bonheur. peut-être que c'est vous que vous devez retrouver, Hervé, tout simplement. Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin ? Écoutez, vous prenez la première à droite et vous tournez à gauche. Non, c'est vous que vous devez retrouver. Vous avez parlé de carapace et vous avez parlé de coquille. Et en fait, voilà, qui sont 2 formes très similaires, la carapace et la coquille. Vous devez vous retrouver à l'intérieur de vous-même. Et en tout cas, il y a un chemin pour le faire, c'est d'être un peu seul, c'est sûr. Ça, c'est certain. Alors, de continuer votre thérapie, c'est certain, mais aussi de prendre du temps. Et prendre du temps pour vous trouver, vous. Qui êtes-vous ? De quoi vous avez envie ? Qu'est-ce qui vous ressemble vraiment ? C'est la première question que m'avait posée un psychothérapeute que je ne vois plus, mais qui m'avait totalement séché. Et pourtant, vous avez peut-être mesuré que je m'exprime volontiers. Mais à cette question, j'ai beaucoup de mal à répondre. En fait, quand je pense avoir une réponse à cette question, en fait, voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir ? De quoi j'ai envie ? En fait, j'ai envie de plaisir assez enfantin. Et je me rends compte peut-être que j'ai mis entre parenthèses, mais aussi parce que je suis dans une fratrie de 2 frères, et moi j'étais celui du milieu, avec un grand frère qui a toujours refusé la fraternité, qui a jamais accepté que j'arrive, que je naisse, et qui m'a tapé sur la tronche pendant des années, parce que pour s'affirmer, et qui était en plus, à mon avis, enfin pas à mon avis, je le sais, qui était assez jaloux, parce que lui n'avait pas forcément beaucoup de copains, était un peu tout seul dans son coin, et moi, comme je vous le disais, j'étais plutôt populaire. Je suis le mec qui a été délégué de classe de la 6e à la dernière année de fac, avec beaucoup d'amis, et puis j'étais dans un groupe de musique, et puis j'ai fait du sport, et dans une équipe de sport, etc. Enfin, voilà, une vie sociale plutôt riche. Et je pense que j'ai peut-être ouvert une parenthèse très jeune, vraiment gamin, en me disant, bon, il va falloir que je fasse des efforts pour être aimé par mon frère, il va falloir que je fasse des efforts pour que ma maman m'aime, et que je sois un bon garçon pour ma maman, et que mon papa, il soit fier de moi. Et donc, je pense que j'ai ouvert une parenthèse à cette époque-là que je suis peut-être en train de refermer en ce moment, ou que j'ai peut-être fermé, ou si c'est au point de refermer, et qui a fait de moi, donc, comme je vous le disais, cette espèce de caméléon hyper adaptable, mais qui finalement se perd un peu dans les autres. Identitaire dans les autres. Et aujourd'hui, c'est marrant, quand je pense à des plaisirs, assez simples de monter sur un bateau. Je suis un marin du dimanche, et un petit bateau de location, de mettre la clé dans le moteur et d'aller naviguer. Voilà, des choses de gamin, des rêves de gamin, de faire ce genre d'activité assez ludique, mais aussi un peu puéril, en rapport avec des éléments tout simplement. Et pourquoi pas ? Et pourquoi les juger, ces activités ? Pourquoi les juger ? Je suis extrêmement dur avec moi, parce que justement, je me suis mis énormément de filtres sociaux et de pression sur les épaules, finalement. J'essaie de faire plaisir à tout le monde. Oui, j'entends bien, mais c'est à vous il va falloir apprendre à faire plaisir. Et quand on parlait de solitude, quand on parlait de temps pour soi, c'est exactement ça. C'est pour se trouver. C'est pour savoir vraiment qui on est. Vous savez, toutes les rencontres que l'on fait, toutes les épreuves que l'on a,
sont de formidables opportunités de transformation et d'apprentissage qui nous rapprochent de nous-mêmes. Et à être constamment dans la fuite, on ne peut pas se connaître et on ne peut pas s'améliorer. Donc c'est certainement ça que vous devez trouver, Hervé. Qui vous êtes, quelle vie vous avez envie d'avoir. Et plus tard viendra, quand vous serez trouvé, avec qui vous avez envie d'être. Dans le respect de l'autre, et ça c'est important, aussi, pour votre femme ou pour la femme qui sera à vos côtés. Ça ne sera pas une fuite, ça sera un vrai désir. On ne peut pas rencontrer quelqu'un qui vous correspond quand on ne se connaît pas soi-même. Alors on peut faire semblant, on peut trouver plein d'ajustements, mais c'est pas possible. Je viens d'en faire l'expérience pendant un an. Exactement. Les pistes sont tellement larges que c'est une quête assez vertigineuse. En fait, je me pose une question. J'ai discuté avec un ami il n'y a pas longtemps qui s'est séparé, etc. Et je lui ai dit exactement ce que vous venez de dire, parce que je pense que c'est une conclusion extrêmement intéressante. Prenons le temps de nous connaître. Connais-toi toi-même. Et un ami qui est un publicitaire assez très intéressant, plein d'idées, assez fataliste aussi, un vrai fils unique, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder à essayer de découvrir qui t'es. Tu vas passer 5 ans, 10 ans de ta vie à te poser des questions, à courir de bibliothèque en temple, en secte, en club de hippisme, de football ou de botanique, pour essayer de voir qui tu es. Et finalement, est-ce que la vérité, c'est pas tout simplement d'être capable de profiter de l'instant, profiter du présent. C'est une réflexion extrêmement binaire. Mais intéressante. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Profiter du présent, d'accord. Mais profiter du présent, c'est être très présent à soi. Et quand on se fuit, on n'est pas présent à soi. Alors, il ne s'agit pas d'aller courir toutes les thérapies qui existent, ni de rentrer dans une secte. Passer du temps, écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Écouter la voix qui nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. C'est déjà beaucoup. Il y a un exercice... Oui, pardon ? Non, il y a un exercice que je conseille souvent, c'est de rester 20-25 minutes sans rien faire, assis sur un canapé, chez soi, donc sans stimulation extérieure, et laisser venir. Tout simplement laisser venir ce qui est à l'intérieur de soi. Et je peux vous garantir que cet exercice, il n'est pas si simple. Écoutez ce qui monte. En général, au début, c'est un brouhaha. Et peu à peu, ça s'éclaire. Et plus on fait cet exercice, plus ça s'éclaire. Alors, il y en a beaucoup d'exercices comme ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'aller se reconnecter à l'intérieur de soi. Et pour ça, on n'a vraiment pas besoin de gourou. Voilà Hervé, en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup pour cette discussion, très intéressante. Mais écoutez, j'espère que vous pourrez prendre ce temps pour vous et vous reconnecter à vous. Parce que c'est bien l'essentiel. Sinon, on passe un petit peu aussi à côté de ce qu'est vraiment l'amour, je crois. Et surtout l'amour de soi pour commencer. Car pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Il me semble. Je pense que vous avez raison. Merci à vous. Merci à vous, Sabrina. Passez une bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Pour parler à Sabrina Philippe, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. Et c'est Bernard qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir Sabrina. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci, oui, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a motivé votre appel ? En fait, c'était un témoignage d'avant-hier avec votre collègue, là, le monsieur, je sais plus comment il s'appelle, monsieur. Monsieur Dorido. Dorido. Jean. Voilà. C'est pas Davido, c'est Dorido. Voilà. C'est-à-dire que c'était une dame qui parlait de sa maman qui avait 85 ans et avec laquelle elle avait des soucis. Voilà. Donc elle avait, en fait, elle a le même âge que ma mère et on est de la même région de Bretagne, quoi. Et sa maman était en danger, elle savait pas comment la mettre à l'abri, quoi. Et moi, je voulais juste témoigner de ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Bernard ?
voilà. En fait, ma maman a 85 ans, elle est en Bretagne, et on l'a mis un petit peu à l'abri, quoi. C'est-à-dire, on l'a mis à l'abri? Eh ben, à l'hôpital, quoi. Oui. Voilà, quoi. Et pourquoi vous l'avez mise à l'abri, votre maman? C'est pas moi c'est l'entourage, quoi, qui infirmiers, médecins, qui ont dit que c'était plus possible. Un maintien à domicile n'était plus possible, quoi. Et ça, c'est douloureux pour vous? Oui. Oui. Vous occupiez beaucoup de votre maman? Ça fait 5 ans. Vous en occupiez à quel rythme de votre maman? Je suis venu. Au départ, j'habitais Paris, je faisais la navette assez régulièrement, et après j'ai arrêté de travailler parce que j'avais une opportunité d'arrêter ma carrière, mais c'était pas dans le but de m'occuper de ma mère, mais bon, des ennuis de santé, quoi. Et puis voilà, quoi. Et finalement, je suis revenu ici. En Bretagne, auprès d'elle? Oui. Et après, je me suis dit, je vais me rapprocher, je vais trouver un appartement. Je n'ai pas trouvé. J'habite dans son pavillon. Et en fait, ça fait, en vrai, 2 ans et demi, 3 ans que je vis avec elle et que je l'accompagne. Sauf que son état de santé s'est dégradé, quoi. Un état de santé mental, quoi. D'accord. Elle n'avait plus toute sa raison? Une maladie à corde des vies. C'est un petit peu entre Alzheimer, des symptômes d'Alzheimer, de Parkinson. Donc ça c'est venu par palier, quoi. Et voilà. On s'était organisé. Hein. On a eu des aides, voilà, quoi. Infirmiers, aide à domicile. Et puis hôpital de jour les derniers temps, quoi. Et puis là, depuis quelque temps, plus personne ne pouvait s'occuper d'elle, quoi. Le maintien à domicile n'était plus possible. Non, voilà, quoi. Oui. Donc c'était pour ça que je voulais intervenir pour cette dame, quoi, qui ne trouvait pas de solution. Désespéré dans ma région, on peut pas, il n'y a pas de structure. Moi j'ai trouvé des structures. Bon, après l'évolution des maladies font que il y aura, voilà, quoi. Nous on a trouvé. C'est ça que je voulais lui dire, quoi. D'accord. Et pour vous, Bernard, pour vous, Bernard, aujourd'hui. C'est pour moi que j'appelais, voilà. Oui. C'est ça. Mais pour vous, c'est difficile. Ça fait combien de temps qu'elle est hospitalisée, votre maman? Ça fait que 1 semaine. Oui. On vous sent très ému. C'est pas l'hospitalisation qui me pèse, si vous voulez. C'est son état de santé qui se dégrade? Non. C'est quoi qui vous pèse alors? C'était prévisible, c'est moi. C'est-à-dire que je me suis oublié. Depuis 5 ans, je me suis oublié. Vous avez été un aidant. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle un aidant. Qui bien souvent, les aidants s'oublient beaucoup. Je vous dis, jusqu'à 1 semaine, je ne suis jamais plaint. Des fois, les gens me demandaient comment tu te sens, mais t'es courageux, si, c'est ça. Mais je dis non, ça va, je suis un peu fatigué et tout ça, quoi. Et à la fin, j'étais usé. Et je pense que ce sont les infirmiers qui passaient tous les jours, qui passaient un quart d'heure, ils m'en connaissaient plus, quoi. Et puis l'état de ma mère, l'état de santé de ma mère a augmenté, mais moi, de toute façon, je ne pouvais plus rien apporter parce que j'étais... et j'ai tenu jusqu'à l'hospitalisation, et c'est après que... C'est maintenant que c'est difficile. J'ai l'impression que les nerfs ont lâché, quoi. Mais vous êtes certainement en situation d'épuisement, Bernard. Oui. Ce qui est normal, de fatigue. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez qu'il y a des associations pour les aidants? J'ai pas eu. C'est allé tellement vite maintenant que. Oui, je sais. À l'hôpital de jour aussi, j'ai rencontré au repas là de fin d'année. J'ai rencontré des gens et ils étaient aidants, pas pour leurs parents, pour leurs conjoints, quoi. Ça m'a beaucoup aidé. Mais bon, voilà, c'était. Il y a des associations où vous pouvez parler de ces situations-là. Donc ça, c'est important de pouvoir communiquer avec les autres aussi. Ouais.
Je crois qu'il y a 2 choses essentielles dans ce que vous racontez, Bernard. C'est déjà que ça vous a épuisé. Vous l'avez fait par amour pour votre maman, mais ça vous a épuisé. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes oublié. Vous avez quel âge ? J'ai eu 62 ans la semaine dernière. Oui. C'était ça. C'était mon anniversaire. 62, quoi. 62 ans. Mais 62 ans, vous avez... J'ai pas vécu toujours avec ma mère. Hein. J'entends bien, c'était ces dernières années, là. Oui. J'ai vécu 40 ans à Paris, plus de 20 ans avec la même personne, plus voilà, quoi. Et là, je suis venu, mais je me suis pas rendu compte que j'en parlais à personne, quoi. Et voilà. Si, là, j'en ai parlé, j'ai quand même une sœur. J'ai quand même une sœur qui est un peu plus jeune que moi, et qui était en vacances, là, et elle a pris le relais. Moi, j'ai dit, quoi, écoute, là, moi, je ne me rendais pas compte, et moi, j'en parlais pas non plus, quoi. Enfin, j'en parlais pas, voilà, quoi. Mon épuisement, je m'en rendais pas compte, quoi. Et j'ai tenu jusqu'au jour où elle a été hospitalisée, quoi. Et après, j'ai, voilà. Oui, après, vous lâchez maintenant. Ouais. Vous lâchez. Là, un petit peu encore. C'est pas toute la journée, hein. Mais c'est difficile. Mais c'est difficile aussi parce que vous avez centré toute votre vie autour de votre mère, de ses difficultés. Voilà, quoi. Et aujourd'hui, ça fait un grand vide aussi. Parce que ça a occupé votre vie ces dernières années. C'est ce que je me suis dit, quoi. Le jour de mon anniversaire, je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu passes ta vie avec une maman qui... Parce que la maladie, elle est admise, entre guillemets, elle est actée avec les hauts et les bas, quoi. Mais c'est-à-dire que moi, du coup, voilà. Tout est centré sur sa maladie, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et moi, est-ce que je peux aller ? Parce que je pouvais pas m'éloigner. C'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des chutes, vous voyez, quoi, c'est... Vous savez, Bernard, je pense que vous pouvez vous dire que c'est un extraordinaire témoignage d'amour que vous lui avez porté à votre maman. Les parents sont là pour nous élever, et parfois ce sont les enfants aussi qui prennent le relais en fin de vie, comme vous l'avez fait. Et le fait de l'avoir fait, c'est important pour vous, pour l'amour que vous lui portez. Maintenant, vous avez le droit de penser à vous. Vous avez 62 ans. 62 ans, vous avez encore de belles choses à vivre. J'espère, oui, je pense. Bien sûr. Et vous allez pouvoir penser aussi un peu à vous. Oui. Il n'y a rien à regretter dans ce que vous avez fait. Ah, je ne regrette pas. Mais non. Je ne regrette pas. Mais là, je me sens épuisé, c'est tout. C'est pas. Vous allez pouvoir vous reposer. Peut-être qu'il faut penser, si c'est possible, avec le relais médical, peut-être à prendre quelques jours de vacances, à respirer un peu ailleurs. Vous avez le droit. Vous avez le droit, Bernard. Là, j'ai dit à ma sœur, nous sommes deux, hein, parce qu'elle n'a pas réalisé. C'était, bon, voilà. C'est ma petite sœur, mais ma petite sœur, elle a 56 ans. Elle n'est pas si petite que ça, quoi. Et ben, non, j'avais pas compris, j'avais pas réalisé. Moi, je me plains pas, je parlais pas trop, mais j'ai quand même donné des signaux d'alarme, quoi. Un peu, et là, elle a pris le relais. Elle est rentrée de vacances, elle a pris, et puis moi, voilà, quoi. Mais c'est dangereux de tout intérioriser comme ça, et voilà, quoi. Oui, bien entendu. Maintenant, ce sont des situations très enfermantes. On sait bien, justement, c'est pour ça qu'il y a des associations pour les aidants. Parce que cet enfermement, il vient progressivement dans l'aide qu'on apporte à l'autre. Et puis les autres, en effet, l'extérieur ne peut pas toujours comprendre. Moi, j'ai pas forcément envie de parler, mais c'est vrai que, oui, voilà. Moi, je me taisais. Je me taisais, je faisais... Et c'est maintenant que je me rends compte, quoi. Ce soir, vous parlez, j'ai tenu jusqu'à qu'elle soit en sécurité à l'hôpital. Si vous voulez qu'elle soit heureuse. Il fallait que je tienne, mais
Oui, c'était comme vous dites, un enfermement, un étouffement qui a gonflé, Oui. et puis voilà quoi. Oui. Mais comme le dit Yvan dans un SMS, c'est aussi un magnifique geste d'amour. Et ça, Pour moi, c'est naturel. Oui, c'est comme ça ne l'est pas pour tous les enfants, vous savez, Bernard. Oui, je sais. J'ai dit à ma sœur, j'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit, mais écoute, quand même, c'est ma mère, elle m'a dit, mais Babette n'aurait pas, elle veut pas, Babette, ma sœur, elle veut pas s'occuper de moi. Je dis, mais si. Et donc, si, je vois, elle peut s'occuper, mais elle n'avait pas réalisé, elle était encore la petite fille, et puis, et puis elle apporte une note féminine aussi à l'accompagnement de sa mère, quoi. Mais enfin, voilà. Oui, c'est vous qui avez tout porté, c'est vous qui avez tout porté. Moi, je suis pas allé la voir. Depuis, je suis allé la voir une fois dans la semaine, mais bon, je ne savais même pas si elle était à l'hôpital, si elle était à la maison. Moi, je peux plus, ça me fait, vous allez pouvoir à nouveau dans quelques temps. Là, vous avez besoin de repos. Et je vous conseille vraiment, je le répète, de prendre quelques jours ailleurs. Si vous en avez la possibilité, partez un peu. Changez d'environnement. Moi, j'irai pas n'importe où. Il ne s'agit pas d'aller n'importe où, mais un endroit qui puisse vous faire plaisir. Voilà. Et, avec un peu un accompagnement, un point de chute. Mais cherchez un peu. Là, on arrive à la fin de l'été, bientôt septembre. Voilà, il y a pas mal de possibilités aussi pour partir à moindre coût, je dirais. Donc, je crois que c'est vraiment salutaire. Vous avez besoin de changer d'air, Bernard. De réouvrir, en fait. Réouvrir votre vie. Réouvrir à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui. J'y pense. J'ai des petits projets, mais c'est encore un peu balbutiant, si vous voulez, mais oui. Mais c'est normal, ça va se confirmer petit à petit. Vous avez le droit. Vous avez le droit. C'est tout récent et pour le moment, je veux voir personne. Ça a été difficile. Moi, j'avais appelé avant-hier pour aider cette dame, mais j'avais pas trop envie de reparler de mon histoire, mais bon, de l'histoire de ma mère, mais si, mais là on parle de moi et c'est vrai. J'ai regardé un petit peu, voilà. J'ai quelques pistes, mais il faut que je sois un peu plus solide, quoi. Oui, mais ça va venir petit à petit. Vous allez réapprendre à vivre un peu pour vous-même. Après, si vous en avez la possibilité, peut-être que ça serait bien que vous trouviez un autre lieu de vie. Aussi. Oui, ça c'est... Dans un second temps. Oui. Le tout, c'est qu'on trouve déjà un logement pour ma mère, et puis voilà, quoi. Ah non, on a un pavillon, et elle reviendra pas. Il est impossible qu'on... Voilà. Elle ne reviendra pas. Oui, elle sera prise en charge jusqu'à la fin. Non. Ouais. Non, j'ai résisté à ça. Moi, je voulais, je croyais que j'allais la guérir, mais bon, vous savez, ça fait longtemps que c'est fini, quoi. C'est pas... Mais voilà, quoi. Non. J'ai demandé à ma sœur un peu de prendre le relais, parce que c'est très compliqué pour trouver Ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on cherche un placement et il n'y a pas de place, quoi. Bernard, il y a un SMS qui est arrivé et qui est intéressant et qui dit: Bernard, je suis très émue de vous entendre, j'ai 55 ans et je suis la seule des 3 enfants à m'occuper de mes parents âgés qu'il a fallu placer. Mon père a Alzheimer, qui galope, donc il doit s'amplifier. Je m'oublie aussi et je prends conscience par votre témoignage du fait que je m'oublie. Vous n'êtes pas le seul dans ces cas-là. Oui, je sais. Ouais. Vous n'êtes pas le seul. Donc maintenant, il va falloir penser à vous. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Et encore une fois, c'est important aussi que vous l'entendiez, Bernard. C'est vraiment un magnifique geste d'amour que vous avez fait.
aussi difficile soit-il. Et ça, c'est vraiment le plus important. Pas difficile. C'est maintenant que voilà. C'est le trop-plein qui ressort, quoi. Non, c'était pas difficile. C'était normal. C'était normal. Oui, c'était normal, pas pour tout le monde. Mais pas pour tout le monde. Pour moi, oui, c'était évident, mais bon, là, voilà, quoi. Mais voilà, j'ai commencé là, maintenant qu'elle est placée, elle est à l'hôpital, et puis ils vont trouver. Hein. Après, moi, j'aurais dit, je vais vous passer le relais. Voilà, quoi. Mais vous avez le droit, Voilà, et je dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait là ? 62 ans, qu'est-ce que... Mais 62 ans, oui, mais il vous reste encore pas mal d'années à vivre. Et vous avez encore pas mal de voyages et de choses à faire, croyez-moi, Bernard. Oui. Non, mais je vais le faire. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour votre témoignage. Voilà, excusez-moi, c'est pas très drôle, mais c'est... Non, mais... Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui souhaitait vous parler, Bernard, avant de, je pensais, raccrocher avec vous, et puis Marie nous rejoint. Vous êtes là avec nous, Marie ? Oui, je vous entends bien. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. J'ai entendu le témoignage de Bernard, et puis je suis en Bretagne aussi, et j'ai perdu ma maman le 2 juin. Et maman accompagnait mon père qui avait un AVC, et donc ça a été relativement brutal, et mon père est du coup a été placé à l'EHPAD, dans un EHPAD. Et en fait, on était terrorisés tous. Nous, enfin ma sœur, moi, mon frère, et lui, et mes parents, en fait. Et au bout du compte, en fait, ça se passe, mais alors à merveille. Et il est extrêmement sécurisé, et je sais même pas comment exprimer. Il est très bien pris il est très bien pris en charge. Il est extrêmement bien pris en charge. Ça s'entend bien, quoi. C'est une EHPAD où il est... voilà. Il a repris un regain de vie, quoi. Écoutez, je sais... en fait, il a eu un AVC, donc il parle... il parle, mais bon, il s'exprime pas très bien, et puis il est bloqué de tout un côté, et puis bon, pour lui, la maison... Enfin, mon père a 83 ans, et pour eux, la maison de retraite, c'était la... C'était vraiment... Oui, ils voyaient ça comme un mouroir. Absolument. Et là, mais je sais même pas comment c'est possible. Et moi, qui ai eu des expériences en milieu hospitalier il y a bien des années, et ça m'avait fait changer d'orientation d'ailleurs du coup, parce que c'était trop difficile, mais là je tombe des nues à quel point il est bien pris en charge. Alors, ce qui est intéressant, Marie, c'est que vous êtes en Bretagne aussi. Oui, je suis en Bretagne. D'accord, vous êtes dans quel coin de Bretagne, sans citer peut-être la ville? Centre-Bretagne. En fait. Centre-Bretagne, et vous, Bernard? À Brest, Finistère, quoi. Moi, je suis à Brest aussi, mais mon père, parce que je viens des Monts d'Arrée, mon père est à Huelgoat, mais je sais pas, c'est l'EHPAD de Mont-le-Roux à Huelgoat, et c'est un endroit... Oui, mais parce que maman, quand elle allait en hôpital de jour là à Brest, elle allait très bien. Là, elle a eu une crise par rapport à sa maladie, des corps de Lévy qui ont attaqué ses neurones, mais sinon, elle allait. Elle retrouvait comme un club du 3e H. Oui. Il venait en petit bus, et les activités, il forçait pas, hein, il faisait, voilà. Alors, c'est peut-être intéressant que vous puissiez vous échanger ces adresses-là, Bernard et Marie, puisque bon, on n'est pas tout à fait dans le même coin de Bretagne, mais on ne sait jamais, puisque c'est un EHPAD, en tout cas, où votre père est extrêmement bien pris en charge. Ah ouais. C'est ce que vous vouliez dire. Et puis surtout, on s'y attendait pas du tout. Et dans la chambre de mon père, il y a un monsieur qui est arrivé, c'est pareil, ça s'était très mal passé sur ses prises en charge précédentes, et là, mais c'est juste, voilà, quoi. Je vais pas vous dire. C'est un excellent établissement. C'est un excellent. Oui. Donc ça, c'est intéressant pour vous, Bernard, comme information. Oui, Donc ça serait bien.
Donc ça serait bien qu'on puisse vous transmettre les coordonnées de cet établissement quand même. Merci beaucoup Marie pour ce témoignage. Oui, Bah, oui. écoutez, en tout cas, ce que je veux dire à Bernard, c'est je sais pas où est sa maman, mais peut-être que elle y trouve du bénéfice et que elle est vraiment, voilà, pourtant ma mère s'occupait beaucoup de mon père, mais sans doute qu'il y sentait un poids malgré tout, alors qu'elle était au taquet, je sais pas comment vous dire, mais Moi aussi, vous savez, mais oui, mais je n'en quelqu'un doute pas. s'écroule, Et Bernard, ce que je veux vous dire, c'est que votre maman, vous, je sais pas où vous êtes, mais vous allez certainement, je suppose, aller la voir régulièrement, et vous allez reprendre... Non, je peux pas. Ah bon. C'est-à-dire qu'elle est depuis une semaine, je peux pas. D'accord. Oui, mais Bernard, pour l'instant, elle est hospitalisée. Elle n'est pas, pas en EHPAD, et ça viendra plus tard, quand vous aurez retrouvé des forces. Ma sœur a pris le relais. Voilà. Moi, je peux pas. Oui, j'entendais bien tout à l'heure. C'est trop douloureux, c'est... Voilà. Ah ben, oui, mais ma mère, elle a cavale blanche à Brest, à l'hôpital, quoi. C'est à deux pas de... Alors maintenant, il faut lui trouver un établissement où elle sera bien. On cherche. Ça fait 2 ans qu'on cherche. Et puis là, les aidants, les personnel social nous aident un peu. Parce que moi, je peux pas. Et voilà. En tout cas, là, vous avez une adresse, Marie. Je ne sais pas si c'est faisable, mais vous avez une adresse à communiquer à Bernard. Voilà. Même centre-Bretagne. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Marie, pour ce. Je vous en prie. Voilà, on va reprendre en effet les coordonnées de cette EHPAD et pouvoir les transmettre à Bernard. Oui, merci. C'est important. On est tellement en recherche que. Voilà. Merci infiniment pour votre témoignage, Marie. Et je pense que l'essentiel aussi était pour Bernard de pouvoir lui dire que. Finalement, cette prise en charge, quand c'est dans un bon établissement, la personne prise en charge peut aussi y trouver du bénéfice. C'est ça que je pense que vous vouliez communiquer. Bernard, merci pour votre appel. Oui. On va vous donner les coordonnées de cet établissement, on ne sait jamais. Et puis prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reconstruire vous, pour pouvoir aussi partir un peu. Et puis plus tard, vous irez voir votre maman dans d'autres conditions, quand vous aurez repris des forces, certainement. D'accord ? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Ça m'a fait du bien un peu de... J'aime pas trop parler, mais là... Eh bien, écoutez... Ça m'a un peu soulagé. Les témoignages, et puis... Mais j'en suis heureuse. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de témoignages pour vous par SMS. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous les communiquer, mais on le fera hors antenne, qui disent que, en effet, il y a beaucoup de personnes dans votre situation déjà, qui sont aidantes comme vous, qui vivent des situations difficiles, mais aussi pour vous dire que voilà, votre geste de consacrer quelques années à votre mère est un geste d'amour magnifique. Voilà. Merci à vous, Bernard. Merci, et je vous souhaite une très belle nuit. Oui, ça ira, ça va. J'ai parlé un peu, c'est déjà mieux. Bon, alors c'est formidable. Merci, belle nuit à vous, Bernard. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. Europe 1. Et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Nous attendons vos appels au 3921. C'est Candy qui nous rejoint maintenant. Bonsoir, Candy. Bonsoir. Bonsoir. Ça va faire écho au témoignage d'avant, puisque moi j'appelle pour ma maman. Oui. Donc j'ai 36 ans, ma maman a 68 ans, je crois. Vous croyez, vous êtes sûre ? Vous savez plus trop sa date de naissance ? Je sais plus trop. 69. D'accord. Donc elle est encore jeune, 69 ans. Voilà. Et ma grand-mère a 88. Combien ? 88 88 ans. Oui. D'accord. Donc, ce qui se passe, en fait, j'appelle pour avoir des conseils, puisque je vois ma maman qui va très mal en ce moment. Je vois qu'elle réagit de façon très agressive et ça lui ressemble pas. Donc, il faut savoir que ma maman est aidante, justement.
Oui. Elle s'occupe de ma grand-mère qui est en fin de vie, qui a perdu la vue, qui a perdu pas mal de capacités et qui ne veut pas aller en maison de retraite ni rien. Donc, du coup, elle souhaite mourir chez elle. Ma mère, qui est très dévouée, l'accompagne tous les jours depuis quelques années. Et bon, elle n'en peut plus. Ça fait combien de temps qu'elle fait ça, votre maman? Qu'elle est aidante aussi? Ça doit faire 2-3 ans. Oui, 2-3 ans. Oui. Parce que maintenant, les aides ménagères et compagnie ne suffisent pas à s'occuper d'elle tout le temps. Donc, elle est là chez elle. Donc, en fait, ma grand-mère vit à 200 km de chez ma mère. Donc, ma mère vit constamment chez ma grand-mère. D'accord. Votre mère, elle n'est pas mariée, n'est plus mariée ou... Non, elle a été célibataire tout le temps. Elle m'a eue toute seule, en fait. D'accord. Voilà. Donc, et moi, je suis fille unique. Ma mère a une sœur, mais elle ne voit pas du tout les choses de la même façon. Selon sa sœur, ma grand-mère serait déjà dans une maison de retraite depuis longtemps. Et elle ne souhaite pas consacrer sa vie à ma grand-mère. Donc, elle ne s'en occupe pas. Et ma mère, qui est toujours très dévouée, elle se voit pas mettre ma grand-mère dans une maison de retraite, donc elle l'accompagne au quotidien. Sauf que du coup, là, ça lui bouffe sa vie à elle. Donc, ma mère a eu déjà 2 cancers avec ablation du sein. Elle reprend petit à petit un peu la santé, mais c'est compliqué. Et là, elle est en train de se bouffer la vie et sa retraite pour ma grand-mère. Alors bon, on est d'accord, c'est un acte d'amour et compagnie, mais bon, à choisir entre ma mère qui lui reste 20 ans à vivre et ma grand-mère qui, la pauvre, est devenue un légume et il lui reste rien à vivre. Enfin, pour moi, le choix est vite fait, même si c'est horrible de dire ça. Et du coup, ça me peine de voir ma mère qui se détruit comme ça, mais en même temps, elle voit pas de solution, moi non plus. Enfin, voilà, il faut choisir entre ma grand-mère et ma mère, quoi. Et bon, je sais pas si c'est un rapport avec le sujet principal de ce dont je veux vous parler, mais en fait, j'ai trouvé ma mère vraiment changée depuis à peu près une année. Oui. Normalement, ma mère est quelqu'un de très sympa, très agréable, toujours le mot pour rire. Très ouverte, très joyeuse. Pas joyeuse, faut pas exagérer parce que je pense que elle a toujours été un peu malheureuse dans sa vie depuis que mon père l'a laissé tomber quand elle était enceinte et qu'elle a jamais voulu se remettre en couple. Donc je pense que quand même au fond d'elle, elle a une part de malheur très important. Mais c'est surtout là depuis cette année en fait où je la trouve vraiment changée. Donc pendant qu'elle a vu c'est son premier cancer, elle avait une forte chimio. Oui. Et pendant cette chimio, elle avait le caractère qu'elle a maintenant. Sauf que maintenant, elle n'a pas de chimio. Et en fait, le caractère est vraiment similaire. C'est-à-dire qu'elle est devenue très agressive, gratuitement, avec les gens les plus proches, donc surtout moi. Et moi, j'habite à 400 km de chez elle et à 600 de chez ma grand-mère, donc c'est tout à distance. Et à chaque fois que je la vois, c'est très agressif. Et récemment, j'ai présenté mon nouveau compagnon à ma famille. Oui. Et elle est exécrable avec mon compagnon, alors qu'il est adorable avec elle. Et elle le connaît très peu, et le peu qu'elle le connaît, elle devrait l'apprécier. Tout le monde l'apprécie. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de génial. Et je pense qu'en temps normal, ma mère l'apprécierait beaucoup. Mais là, je ne sais pas si elle me fait une crise de jalousie ou si elle est en dépression. Enfin, je ne sais pas ce qui cloche. Je la vois très mal. Elle n'a pas un comportement normal. Oui. Et je ne sais pas ce qu'elle a. À part l'agressivité, il y a d'autres signes ? Non, moi je la sens malheureuse en fait. Je la sens malheureuse et voilà, elle est agressive. Elle dit n'importe quoi. C'est-à-dire n'importe quoi ? Alors, non, pas n'importe quoi. Elle dit pas des choses insensées, mais elle dit des choses qui ne lui ressemblent pas. Par exemple ? Dans l'agressivité. Oui. Pardon ? Par exemple ? Par exemple,
Alors, c'est arrivé la première fois que je lui ai présenté mon compagnon actuel. On l'a vu 2 fois, en fait, depuis que je suis avec. La première fois que je l'ai amené dans ma famille, ma mère m'a dit... nous a dit, il était là. Elle nous a dit quelque chose comme... de toute manière, bon, ça va pas durer. Quelque chose comme ça. Bon, c'était déjà assez violent, donc j'ai pas compris sa réaction. Et cette fois-ci, on est allé donc la revoir et elle a été très agressive, du style elle sert tout le monde à table de l'eau, par exemple, elle sert tout le monde et au moment où ça arrive vers mon compagnon, j'ai l'impression qu'elle l'a évité. Elle l'a pas servi à lui. Alors je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais bon, je crois pas. Elle lui a dit vous avez passé une bonne journée? Oui, on est allé à l'Acrobranche et donc elle lui tape au niveau du ventre. Elle lui dit tu pourrais y retourner, ça se voit pas. C'est une espèce de désinhibition que vous décrivez aussi. Oui. Est-ce que ça lui ressemble cette désinhibition? Pas du tout. Mon compagnon lui demande pour être agréable et essayer de parler avec elle. Il lui dit alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pendant que nous on était à l'Acrobranche? Et elle dit j'ai appelé machin, il n'a pas répondu, et vraiment avec un ton très agressif comme ça, comme si elle le renvoyait bouler en fait. Et à un moment elle lui dit et si tu veux tout savoir puisque tu me demandes ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait un gros caca. Et je l'ai regardée et j'ai dit mais maman, qu'est-ce que tu racontes? Ça lui ressemble pas de dire ça, et en plus pourquoi elle dit ça? Il y a une grosse désinhibition dans ce que vous racontez. Votre mère n'a jamais été comme ça avant? Non, pas du tout. Et là, de plus en plus, en fait, elle devient très agressive, sans honte, comme ça. Depuis qu'elle a été soignée par cette chimio, tout ça, depuis qu'elle vit tout ça, elle est de moins en moins... elle a de moins en moins de filtres. Mais j'ai remarqué, là, quand on est allé la voir, c'est uniquement... avec moi et mon compagnon surtout, qu'elle est très agressive. Après, avec le reste de la famille, ça va, elle se tient. Après, elle va être agressive avec la caissière du supermarché, quelqu'un dans la rue. Mais là, c'est plus qu'être agressive, c'est être quasiment déplacée. Ah, complètement. C'est déplacé. C'est déplacé, agressif, c'est... elle devient parano, je crois, je la reconnais pas. Ma mère qui est tellement gentille d'habitude, attentionnée, elle se plie en 4 pour tout le monde. Elle est justement, comme on dit, trop bonne, trop conne. Mais là, c'est pas du tout elle. Et alors, quand je lui en parle, parce qu'au bout d'un moment, je suis obligée de lui dire, écoute maman, arrête, parce que là, c'est plus possible. Mais du coup, là, quand on arrive à avoir une conversation que je la sens un peu réceptive, là, elle me dit oui, c'est vrai, moi non plus, je me reconnais pas, je sais pas ce qui m'arrive, ça va pas, je suis pas bien, j'en ai marre, je suis à bout. Bon, je comprends, avec ma grand-mère, voilà. Elle se sent très fatiguée, elle s'inquiète pour sa santé. Je pense qu'elle est à moitié en dépression, enfin, je sais pas trop définir, parce que je la vois pas non plus très souvent. Enfin voilà, je la sens très mal, et du coup après elle se fond en excuse parce qu'elle se rend compte du mal qu'elle fait, du mal qu'elle se fait, parce qu'après elle a une culpabilité énorme. Enfin, on tourne en rond, parce que je sais pas quoi. D'accord. Alors, ce que je vous propose, Candy, parce que j'ai d'autres questions à vous poser, si vous voulez bien, pour aller un petit peu plus loin dans cette explication. Vous restez avec nous, ça va être le journal de la nuit. On aura le journal de la nuit dans quelques secondes et puis on vous retrouve juste après. D'accord ? J'attends. Et nous attendons vos appels au 39 21 et puis bien sûr vos réactions, vos conseils au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. C'était Candy qui était avec nous juste avant le journal de la nuit. Vous êtes toujours avec nous, Candy ? Oui. Oui, vous nous expliquiez qu'en fait votre maman était aidante, qu'elle s'occupait de votre grand-mère, donc de sa mère, de 88 ans. Qui était très mal en point, qui était aveugle, qui avait vraiment aujourd'hui une incapacité finalement à rester seule, et que votre maman était venue s'installer chez elle, c'est ça, pour pouvoir s'occuper d'elle, mais que son comportement avait changé depuis 1 an.
Et qu'elle était devenue agressive. Oui. Vous l'avez vue quand, votre maman, pour la dernière fois, là ? Là, le week-end du 15 août. D'accord. Vous disiez qu'elle était devenue agressive. Moi, ce qui m'a interpellée, en fait, dans votre témoignage, c'est pas seulement l'agressivité, c'est cette absence de filtre. Oui. En disant des choses assez étranges, finalement. Quand vous disiez... Oui, des choses étranges et des choses qu'elle n'aurait pas dites auparavant. Qu'elle n'aurait pas dites auparavant. Par exemple, l'exemple de la caissière ou d'une femme de ménage, par exemple, ma mère était femme de ménage de métier. Oui. Donc, elle a toujours eu un grand respect pour les personnes qui font le ménage, pour les boueurs, etc. Et ça lui arrive maintenant de râler contre les femmes de ménage ou de, je sais pas, balancer un papier par terre et elle dit bon ça va, il y a une femme de ménage pour ramasser. Et alors, je dis mais maman, c'est contraire à ce que tu dis d'habitude, à tes valeurs. C'est incompréhensible sa réaction. Oui. Alors, vous voyez, Candy, c'est bien que vous nous ayez appelé ce soir. Quand il y a de l'incompréhensible, il faut aller explorer. Et j'ai un petit peu peur dans votre situation que justement, justement une situation en cache une autre. Parce que là, si vous voulez, le burn-out, l'épuisement, on peut le comprendre pour votre mère. Oui. Mais le burn-out et l'épuisement ne se traduisent pas par des étrangetés. Par une apathie, oui. Des propos dépressifs, oui. Une très grande fatigue, oui. Mais là, ce que vous exprimez, c'est autre chose. Donc il faudrait aller investiguer sur le plan cérébral pour votre maman s'il n'y a pas une problématique, une pathologie. D'accord. Alors, je ne suis pas médecin et je ne suis pas en train de vous dire attention, votre mère est malade, mais il faut absolument vous rendre à nouveau auprès d'elle et l'accompagner dans des examens médicaux sur un plan cérébral. D'accord. Donc ça peut pas être lié à une dépression ou ça n'a rien à voir avec cette situation de ras-le-bol de ma grand-mère là. C'est deux choses différentes. Ça peut être deux choses différentes. Je vais pas poser un diagnostic là, vous comprenez bien sans sûr. Avoir vu votre mère, mais il se trouve que oui, c'est ce qui me faisait peur, parce que... Il se trouve qu'au tout début de ma carrière, je me suis beaucoup occupée de bilan mémoire, de problématiques Alzheimer. Et je ne dis pas du tout que c'est ça, d'accord ? Oui, bien sûr. Mais ce que je sais, c'est que l'étrangeté peut être un signe un peu inquiétant. Donc il faut aller s'assurer qu'il n'y a pas une problématique de ce côté-là. D'accord ? Voilà. Donc il faut absolument prendre rendez-vous pour elle, l'accompagner dans ses rendez-vous médicaux, faire un scanner et voir ce qui se passe. Éventuellement des examens complémentaires. D'accord. Une fois que ça sera écarté, on pourra s'occuper, vous pourrez vous occuper éventuellement d'un état dépressif. Mais vous savez, il faut toujours considérer d'abord le médical et ensuite le psychologique, c'est toujours important. Et ça, c'est valable pour toute personne, enfant, adulte, personne âgée. D'accord. Donc c'est très important de toujours investiguer le médical. Et quand il y a des bizarreries comme ça, il faut aller investiguer le médical. En premier lieu. Après, on peut se poser d'autres questions. Comment je dois lui amener ça ? Vous pouvez lui dire clairement qu'elle a des attitudes que vous ne la reconnaissez pas. Oui, ça je l'ai déjà dit. Voilà, et que ça serait bien. Alors vous pouvez aussi passer par son médecin traitant. Elle a un médecin traitant ? Oui. Bon. Donc vous pourriez aussi passer un appel téléphonique à son médecin traitant, l'accompagner chez son médecin traitant. Et lui prescrira les examens. Et l'informer en tout cas de ce que vous avez constaté. Oui, elle en est consciente par moment. Oui,
Elle se reconnaît pas elle-même, mais c'est bien ça. C'est bien pour ça. C'est dans le je ne me reconnais pas moi-même. Vous voyez, c'est cette phrase-là qui peut être un peu inquiétante. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle se dit mais qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait. Mais néanmoins, dans certaines situations, elle ne se rend pas compte. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut aller investiguer et le plus vite possible. D'accord. Parfois, dans certaines situations, je vous dis, il y a des concours de circonstances qui font qu'on peut se tromper, vous voyez ? On peut se tromper. Il y a beaucoup de choses en même temps, donc... Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des enfants qui vivaient un divorce très douloureux en consultation, très très conflictuel, et qui avaient des maux de ventre. Je pense notamment à un enfant. Et les maux de ventre, on aurait pu bien sûr les attribuer à ce divorce extrêmement conflictuel. Mais heureusement qu'il y a eu des examens de santé qui ont été faits parce qu'il y avait une vraie pathologie. Donc parfois, une situation en cache une autre. Oui. C'est pour ça que j'ai bien peur que là, ça soit deux choses différentes. Deux choses différentes. Soit à la fois en dépression ou en comment dire, en fin de batterie. Oui. Et en même temps, qu'il y ait quelque chose d'autre au niveau de sa santé qui va pas bien. Exactement. Exactement. Elle a des pertes de repères un peu ou pas du tout ? Non, je crois pas. Non. Quand elle a préparé le repas, elle l'a fait normalement ? Oui. Donc c'est plutôt une absence de filtre au niveau des paroles. Oui, des attitudes. C'est pas avec tout le monde, je crois. Oui, mais là aussi, si vous voulez. Le pas avec tout le monde, ça c'est votre vision, mais vous n'êtes pas avec elle 24 heures sur 24. Vous voyez ? C'est ce que j'en ai vu du peu de temps que j'ai passé avec, en tout cas. Mais ça peut correspondre aussi à des moments où elle est plus ou moins bien. Et pas forcément à la personne. Exemple, quand je l'ai vue le week-end dernier, c'était un repas de famille, donc elle aurait pu s'en prendre à tout le monde. Or, elle a été agréable avec tout le monde, sauf avec moi et mon conjoint. Mais vous êtes proche de votre mère ? Oui, assez. Oui. Donc elle n'avait pas de raison de s'en prendre à vous. En plus, vous alliez la voir. Non, mais bon, je sais pas. Elle ne s'en prend pas à moi directement, mais je sais pas comment. Je la sens bien. Très agressive. J'entends bien, mais ces remarques, vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait caca. Vous voyez, c'est complètement hors propos. Oui, c'est ça. Vous voyez, et c'est là, ces bizarreries-là, elles sont toujours inquiétantes. Vous comprenez ? Parce que votre mère n'aurait jamais dit ça avant. Personne ne dit ça. Ben oui. Bon, vous êtes bien d'accord ? Oui. Voilà. Donc il faut en tout cas aller investiguer. D'accord. D'accord ? En passant, je vous dis, par son médecin traitant et en l'accompagnant. Ça serait plutôt neurologue ? Je connais pas trop les médecins qui s'occupent de ça. Je crois que c'est bien que ça passe par son médecin traitant. D'accord, d'abord le médecin traitant et lui il va me... Voilà, vous allez contacter son médecin traitant, quitte à l'accompagner chez ce médecin traitant, ou voilà. Oui. Et vous allez le contacter en amont pour lui expliquer la situation. Je crois que son médecin il l'écoute pas, ou alors elle me ment, j'en sais rien, mais à chaque fois elle me dit je lui ai dit que ça allait pas, et il m'a dit repose-toi. Bon, enfin, je crois qu'il l'écoute pas, ou j'en sais rien. Il faut que j'aille avec elle pour vraiment parler à sa place, parce que sinon il y a rien qui avance. Mais peut-être que vous pourriez lui passer un petit coup de fil avant. Oui. Vous voyez ? Oui, c'est ce que je vais faire. De façon à orienter un petit peu la consultation, parce que sinon, vous risquez de passer à côté. Oui, d'accord. D'accord ? Et des propos inquiétants qu'elle peut avoir, absence de filtre, comme on l'a dit ce soir. Oui. D'accord ? D'accord, oui. Vous pouvez même lui dire que vous en avez parlé avec une psychologue qui vous a suggéré, en tout cas, de faire un bilan. D'accord ? Oui, je peux. Oui, d'accord. Merci Super. pour votre appel, Candy. J'espère que ça ira. L'idée n'était pas du tout d'être alarmiste, mais de pouvoir quand même vous orienter pour que des doutes soient levés s'il y a des doutes à lever. Voilà. Oui, j'attendais justement votre orientation parce que je savais pas quoi faire, mais j'avais envie de faire, donc très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite du courage
pour la Merci, suite. oui. Et puis n'hésitez Belle pas soirée. à nous tenir au courant. Belle soirée à vous, Oui. Candy. Au revoir. Au revoir. La libre antenne sur Europe 1. Sabrina Philippe. Et c'est Anne qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Sabrina. Bonsoir. La chanson était un petit peu dans le coup, j'allais dire, voilà. Dans le coup. C'est une Oui. belle chanson en tout cas. Oui, triste, mais effectivement, je crois que je peux pas tourner la page. Bon, alors expliquez-nous ce qui se passe pour vous. J'ai un peu réagi en écoutant Hervé, Oui. qui lui aussi se trouvait un peu bloqué dans une image qu'il voulait renvoyer, mais que, en fait, il savait pas lui-même qui il était. Oui. Et moi, c'est ce qui m'arrive, en fait. J'ai été détectée, entre guillemets, diagnostiquée, plus ou moins, voilà. Personne avec trouble de la personnalité. Oui. Je suis suivie par un thérapeute depuis très longtemps. Mhm. Mais j'avance pas dans ma vie personnelle, j'avance pas, quoi. D'accord. Vous êtes suivi par un thérapeute, vous prenez aussi des médicaments? Oui. D'accord. Oui, depuis 2004. Depuis 2004. Vous avez quel âge aujourd'hui, Anne? 59 ans, depuis la semaine dernière. D'accord. Et donc j'allais encore évoquer comme les dernières personnes de ce soir. Là, du coup, ça me paraît un petit peu ridicule quand j'ai entendu Bernard et puis la petite Candy, là. Où j'ai passé 3 semaines avec ma mère. Chaque année, je l'emmène 3 semaines avec moi, parce qu'elle est veuve maintenant, de son mari, qui était donc mon beau-père. D'accord. Et je me rends compte quand même que ce sont beaucoup les personnes seules, c'est-à-dire qui n'ont pas de compagnon ou de compagne qui s'occupent de leurs parents. C'est exact. Hein, ça, Bien souvent, dans les fratries, c'est comme ça que ça se passe, oui. Voilà. Alors pour vous, Anne... Oui, allez-y, pardon. Non, pas du tout. Vous disiez vous êtes partie avec votre mère pendant 3 semaines? Oui, parce que je fais de cure thermale. Donc je l'emmène avec moi, elle m'accompagne, ça lui change les idées, parce que toute une année c'est long aussi seul, quoi. Mon demi-frère va la voir lui plus régulièrement, moi j'y vais moins régulièrement, mais je l'emmène 3 semaines avec moi. D'accord. Et puis là j'ai constaté, mais c'était très très net cette année, qu'en fait je suis son jouet. C'est-à-dire? Eh bien, il faut que... elle joue avec moi et il faut que je l'amuse. C'est-à-dire? Il faut que je la fasse rire. Ah oui. Voilà. Sinon, ça va pas. Alors après, c'est du chantage, elle tombe malade. Et puis, elle fait pas beaucoup de comparaisons déguisées avec mon demi-frère. Elle est toujours dans la culpabilité. Elle vous culpabilise? Ah oui, beaucoup, oui. Oui. Ah oui. Une relation un peu perverse, vous pensez? Ah oui, oui. Et puis je suis son miroir. Elle est fatiguée, elle va pas dire je suis fatiguée. Elle va me dire oh je vois que tu es fatiguée. Faut que tu ailles te reposer. Alors que c'est elle. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça. Ça, c'est un peu pervers, hein? Oui, c'est... Et la première année où je l'avais amenée, c'était en 2015, je m'étais dit, je vais faire comme mon beau-père, parce que j'ai été quand même plus élevée par mon beau-père que par mon père. Et pour lui, il n'y avait jamais de problème, pour rien. Tout devait toujours bien aller, il est toujours là. Il s'occupait beaucoup d'elle, il s'est toujours trop occupé d'elle. Alors j'ai fait pareil. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Enfin, vous voyez, je retournais toujours tout un peu à la rigolade. Il y a pas de... Voilà.
Et quand je suis revenue de cure, je me suis écroulée et j'ai pété un câble à l'anniversaire de ma fille et j'ai été hospitalisée 4 mois. Ah, quand même. Oui, je pense que ça a été une conséquence, quoi. Et puis, quand vous dites que vous pétez un câble, pardon Anne, qu'est-ce qui se passe exactement? Ah ben là, il y avait cet anniversaire elle avait organisé son anniversaire, ma fille, avec pas mal de personnes. Et l'idée de ne pas savoir être, comment me comporter ce jour-là, mais ça m'a pris la tête 2 mois avant. Eh bien, j'ai mélangé tous mes traitements, j'en ai pris beaucoup plus qu'il fallait pour être sûre d'être bien. Et puis le jour de l'anniversaire, j'ai bu en plus. Et voilà. Donc après, j'ai mis le bazar, j'ai voulu me suicider, me jeter par la fenêtre, enfin, etc., quoi. Donc ça s'est terminé aux urgences, avec la police, menottée, enfin bref. Et des trucs pas très glorieux. Et ça, c'était quand, Anne? En 2015. D'accord. Qu'est-ce qui vous amenait à nous appeler ce soir? Eh bien, c'était ce témoignage d'Hervé qui aussi, lui, a employé un terme qui m'était jamais venu à l'esprit, sauf dans d'autres circonstances, au niveau de la religion, mais le terme imposteur. Où je me sens quand même, moi aussi, je sais pas si ça se dit au féminin, une impostrice, non, je ne sais pas, c'est pas évident ça. Une imposteur. Ouais, un imposteur. Quand on me voit à l'extérieur, ou à mon travail, je suis... Eh ben c'est pareil, j'amuse tout le monde, les clients viennent me voir, je résous des tas de problèmes, j'ai un côté très assistante sociale. Un côté très sociable? Ah oui, je suis très sociable à la cure, c'était pareil, j'allais parler avec tout le monde, mais il y a une limite à pas franchir. Hein. Et après, quand je rentre chez moi, je vois plus personne. Et j'ai beaucoup de mal à sortir si je n'ai pas de journée de travail. Et je fais rien. Vous jouez un rôle un peu social. Ça. Voilà. Et vous avez du mal à vous construire à l'intérieur? Ah oui. Ouais. Ça fait 20 ans que je suis toute seule. Vous n'avez pas de compagnon? Ah non. Non. Pourquoi? Ah non, ça c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour vous? Ah oui. Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait d'avoir un compagnon? Vous êtes là, Anne? Vous réfléchissez? Vous savez pas? Je sais pas, non. Là, je suis en train de travailler ça parce que j'ai quand même eu des rapports un peu spéciaux avec mon père qui était un peu malsain. Je pense que ça vient un petit peu de là. Malsain, c'est-à-dire? Ouais, il aimait les petites filles, quoi. Ah. D'accord. Et vous avez eu vous avez malheureusement vécu des attouchements? Certainement. J'en ai pas le souvenir, mais certainement. Donc finalement, votre père était aussi dans une perversion et votre mère aussi? Ah oui, mon père, oui, c'était... Une perversion sexuelle et votre mère une perversion psychologique? Mais lui aussi, parce qu'il était aussi... On se ressemblait énormément. Enfin, il était très sociable à l'extérieur. C'était un clown, c'était un bavard. Mais il avait jamais de visiteurs chez lui. Ou alors, il prenait la tête. Enfin, vous voyez, c'était un personnage très charismatique.
Mais il y avait une limite à pas franchir, quoi. Des fois, on arrivait chez lui, on le reconnaissait pas du tout, hein. Il était fou furieux, on savait pas pourquoi. Et il allait se promener dans la ville, il allait tout seul à Paris, il rencontrait toujours les tas de gens, il parlait à tout le monde. Très drôle, très spirituel. Mais voilà, il y a une limite qu'il fallait pas franchir, quoi, parce que je crois qu'il pouvait pas non plus, lui. D'accord. En même temps, vous n'êtes pas votre père, Anne. Non, je savais. Là, la chanson, c'est vrai, me faisait penser à lui parce qu'il s'est suicidé là, le 2 janvier 2017. Donc c'était un petit peu difficile. Hein, parce qu'on n'a pas eu le temps ni de parler, ni de se dire... il m'a jamais appelé Anne. Il m'a jamais appelé par mon prénom. Bon, un père très pathologique. Oui, il m'appelait Madame. Ah oui. Avec mon nom de famille, quoi. Ah oui. C'est son nom. Et vous, aujourd'hui, Anne, vous avez envie de quoi dans votre vie? Mais justement, j'étais... Bon, comme Hervé, là, lui, il avait envie de plaisir enfantin. Moi, je suis assez taquine au travail, mais j'ai envie de plein de trucs. De quoi vous avez envie? Lui, il avait envie de faire du bateau. Vous avez envie de quoi, vous? Ah oui, non, moi, j'ai envie d'écrire. D'écrire? Et pourquoi vous ne le faites pas? Des années. Mais je passe pas le cap. C'est comme un espèce d'état catatonique, là, vous voyez? Quand vous rentrez chez vous, oui. Ouais, voilà. Et votre traitement ne vous aide pas? Vous en avez parlé à votre psychiatre? Là, on l'a allégé quand même, hein, parce que... non, j'en parle avec l'analyste. J'ai un psychiatre et un analyste. D'accord. Peut-être que c'est avec votre psychiatre qu'il faudrait aussi en parler pour trouver un traitement qui soit un peu plus adapté, que vous soyez moins apathique chez vous. Ça pourrait être aussi une solution. Pourtant, je prends des trucs pour me booster, mais ça me booste beaucoup physiquement et tout, mais non, une fois que j'arrive... Ou alors, je sais pas, c'est ma maison, enfin, c'est un appartement en HLM qui me correspond pas, ou... Je me suis pas investie dedans non plus. Vous avez du mal à investir votre propre vie, c'est ça que vous dites? Ah, mais j'ai pas de place. Je me sens pas je me sens pas de place. Vous avez essayé de faire une autre forme de thérapie que de la psychanalyse? Non. Et pourquoi vous n'essayeriez pas un peu de changer? Quel type J'ai fait un petit peu de thérapie de groupe en hôpital. Oui. Parce que votre analyse, vous la faites depuis combien de temps, Anne? Depuis que je suis arrivée ici, depuis 20 ans. 20 ans d'analyse? Il serait peut-être temps de changer un peu de technique, vous croyez pas? Oui, on en parle. Hein. On a instauré un truc entre lui et moi qui est bien. Enfin, c'est plus une psychothérapie analytique. Voilà. D'accord. Moi, je peux pas m'allonger. C'est impossible. Ça, c'est... Mais vous savez, à parler 20 ans auprès de la même personne, je suis pas très sûre que ça fasse avancer, en fait. Vous voyez? Et ça vous fasse vraiment travailler sur vous. C'est un rendez-vous, c'est une habitude. Oui, et encore, quand j'en ai raté beaucoup, j'en rate beaucoup. Et quel type de thérapie J'en ai refusé beaucoup, j'ai refusé ergothérapie, tout ça. Oui, mais là, je parlais... suis assez dans le refus de beaucoup de trucs. Hein. Pourquoi? Là, vous pourriez aller voir un autre psychologue, psychothérapeute, qui soit pas forcément analytique, qui ait d'autres techniques aussi à vous proposer. J'avais pensé à l'hypnose aussi.
Oui, alors ça dépend aussi de votre état de fragilité. Ouais. Donc l'hypnose, c'est peut-être pas la bonne solution. Non, puis je suis pas... Je pense pas être réceptive à ça. Je suis trop dans le contrôle aussi. Mais en tout cas, Anne, je pense qu'il faudrait vraiment vous tourner vers quelqu'un d'autre. Parce que c'est impossible de ne pas faire du surplace au bout de 20 ans. C'est impossible. Bah ouais. Voilà. Donc pour pouvoir avancer, je crois que c'est vraiment nécessaire que vous alliez voir quelqu'un d'autre. Après, comme je vous le disais, psychologue, psychothérapeute, en face à face, toujours, mais qui va avoir d'autres techniques, une autre façon de vous parler, un autre regard aussi. Un autre regard. Oui, parce que c'est vrai que là maintenant, on a une approche, quoi, quand même. Oui, tout court. C'est une approche d'habitude, là. Ouais. Après, ça peut créer un certain confort d'aller voir la même personne, mais je suis pas très sûre que ça vous fasse avancer, en tout cas. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous conseiller. Bien, écoutez, je vous remercie, Sabrina, de m'avoir conseillé ça et puis de m'avoir écouté. Voilà. En tout cas, essayez de changer. D'accord ? Je pense que vraiment ça vous aiderait et peut-être de changer votre traitement et changer de thérapie. Il y a 2 choses à changer là. Il me semble. Parlez-en avec votre psychiatre pour le traitement. D'accord ? D'accord. Je vous souhaite une belle nuit, Anne. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. Et c'est Marie qui nous rejoint maintenant. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir. J'appelais parce que j'ai une petite fille qui est en détresse, qui veut pas le reconnaître et je sais pas comment faire. D'accord. Alors expliquez-nous comment elle est en détresse, votre petite fille. Elle a depuis que elle a été mal suivie, elle a eu le malheur de perdre son frère qu'elle aimait beaucoup, qui la guidait beaucoup. Elle avait 16 ans, lui il en avait 20. Oui. Une maladie, bref, assez longue. C'est long, mais quand même il a été parti assez rapidement. Oui. Il a eu un cancer, c'est ça ? Je pense que ses parents à l'époque étaient dans les choux, puisque moi j'ai essayé d'aider mon petit-fils, comme j'étais de métier, j'ai essayé d'être à côté de lui le plus possible. Mais c'est vrai que je me suis pas beaucoup occupée de la fille, quoi. C'était il y a combien de temps, Marie ? De ce côté-là, parce que les parents, eux, s'en sont pas occupés. Hein. Marie, c'était il y a combien de temps ? Il y a 7 ans que son frère est parti. D'accord. Donc mais là, elle est pas bien parce que elle a déconné complètement. La brigade des stupes a couru après elle a plus de permis, elle fait n'importe quoi. Elle dit qu'elle va venir, elle vous pose des lapins. Moi, j'ai eu l'impression depuis une dizaine de jours qu'elle m'appelle au secours. Pourquoi mais vous avez d'un autre côté, attendez, Marie, pourquoi vous avez l'impression qu'elle vous appelle au secours ? Parce qu'elle m'appelle, chose qu'elle faisait pas avant, parce que moi je lui avais dit plusieurs fois, c'est parce qu'elle n'a pas été bien là du tout au début de l'année. Ses parents l'avaient récupérée et puis ils ont essayé de la faire soigner, mais elle n'a pas voulu. Elle ne veut pas aller voir les psys, elle y va pas, elle parle pas. Puis les parents ont toujours à dire, oh oui mais elle nous coûte. Moi ça m'effraie un peu. Alors moi je finis par dire aux parents, si ça vous coûte, moi les psys, les trucs, je veux bien les payer, ça me gêne pas. Mais la gamine, c'est plus trop tourner parce qu'elle a envoyé, si je vous dis ça, c'est parce qu'elle vient d'envoyer à sa marraine sur Facebook un message en disant que c'était pas la peine de bosser, que c'était pour mourir après, et puis qu'elle avait une étoile, disons qu'il la protégeait, et sa marraine a été un peu effarée. Et puis elle en a envoyé autant à un de ses cousins. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle vous dit quand elle vous appelle, Marie ? Elle me dit je vais venir te voir. Elle est venue la semaine dernière, mais elle m'a posé un lapin. Elle devait venir manger après midi moins le quart. Elle m'appelle en disant qu'elle ne viendrait pas manger. Elle est avec un copain. J'ai l'impression qu'elle est avec des manouches. Excusez-moi de vous le dire. Que j'ai pas vu d'ailleurs. Elle travaille elle ment beaucoup. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la suivre parce qu'elle ment beaucoup. Elle ment beaucoup et se cache la vérité sur sa situation. Alors aujourd'hui, j'étais un petit peu plus loin parce que j'ai dit écoute, parce que j'ai su l'autre dimanche qu'elle avait encore laissé un patron, elle s'était sauvée sans ses fringues, laissé un patron, elle était rendue en Normandie, elle a laissé un patron, le patron l'a cherché chez ses parents, elle répondait pas au téléphone.
Elle fait que des coups comme ça. Elle travaille un mois dans un endroit. Elle travaille, mais un mois dans un endroit, un mois dans l'autre. Elle n'est pas stable du tout. Puis... Là, elle a quel âge maintenant ? Elle a 23 ans. D'accord. Les problèmes ont commencé juste après le décès de son frère ? Oui, je pense qu'elle l'a mal suivi. Elle m'a dit, de toute façon, on va dire si je reviens vers toi, c'est que la famille de mon père, bon, il a quand même des frères et sœurs qui étaient pas mal, une sœur qui était pas trop mal, et elles m'ont jamais aidé. Jamais personne m'a aidé. Donc elle s'est sentie... un petit peu reproché, jamais personne m'a aidé. Elle s'est sentie abandonnée parce que, évidemment, il y a eu évidemment la prise en charge de la maladie de son frère, et puis ensuite, ce décès. Oui. D'accord. Et puis après, bon, je voulais, c'est elle qui a essayé de trouver du travail, mais bon, elle a fait... Les parents l'ont pas mis dehors après le décès de son frère, mais presque. Mais elle était très jeune au décès de son frère. Ah bah oui, elle avait 16 ans, hein, juste. Mais comment ça, ils l'ont pas mis dehors, mais presque ? Mais parce que, bon, elle avait tendance déjà à faire n'importe quoi. Elle est partie à Salon, elle est partie dans un autre pays, alors il fallait une location. Alors, les premiers mois, ça marchait parce qu'elle était avec une personne qui avait un logement, enfin une fille qu'elle connaissait bien, enfin que les parents étaient amis avec les parents, pendant 2 mois, mais après, la fille, elle a eu son permis, elle était plus vieille. Alors, elle avait laissé son logement parce qu'elle rentrait chez ses parents. C'était pas trop loin, 20 km, 25 km, elle rentrait chez ses parents. Et après, ils ont pris un logement, parce qu'elle n'avait pas de moyens de locomotion, quoi. Mais elle n'était pas dans une bonne boîte non plus pour faire un apprentissage. Et donc ça, elle l'a laissé au bout d'1 an. Alors après, elle s'est débrouillée. Elle a été faire une autre formation sur la côte, vers Pornic, là-bas de l'autre côté. Et elle a fait une formation de serveuse. De serveuse de restaurant, elle l'a fait, elle n'a pas eu son CAP, mais parce qu'elle a déconné encore les derniers mois, elle ne travaillait plus. C'est-à-dire qu'elle voit pas le but, quoi. Elle voit pas le but de travailler, ça sert à rien. Comme son frère est parti malade, parce que lui, il avait beaucoup travaillé, essayé d'avoir tous ses examens, il les a eu au mois d'octobre, et puis il était devenu salarié professionnel. Et puis il est décédé l'année d'après, au mois d'août. Il a été 6 mois salarié, même pas. Donc, c'est pas la peine de bosser. Et attendez, elle a même été plus loin. La semaine dernière, ce qui m'a fait peur, c'est qu'elle m'a dit, moi, je ferai quelque chose, mais quand mes parents sont morts. Quand j'aurai 40 ans, que mes parents sont partis. Elle a été loin, et moi, le peu de temps qu'elle était avec moi la semaine dernière, ça m'a un peu... Et donc ensuite, il y a eu des problèmes de drogue ? Ah oui, là, la brigade des stupes a couru après, et puis elle avait des dettes. Les huissiers ont couru après elle est pleine de dettes. Mais des dettes pourquoi ? Mais parce qu'elle ne payait pas les assurances de voiture, elle ne devait pas payer les loyers où qu'elle était, elle ne payait pas ces trucs. Et quand vous dites la brigade des stupes, elle a poursuivi, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils sont venus chez les parents parce qu'ils ne la trouvaient pas. Elle s'était sauvée. Il avait relevé de la drogue, peut-être qu'elle n'a fait de trafic, ça n'en sait rien. Mais pour que la brigade des stupes a abordé chez les parents, parce que normalement, comme elle partait à chaque instant, des fois elle allait un mois chez une copine, une autre fois à droite, à gauche, alors elle n'avait pas vraiment de domicile fixe. Alors j'arrive pas à comprendre les parents d'ailleurs, même les parents, parce que ils veulent pas donner un sou pour elle, ils veulent pas... elle nous embête, on en a marre... Il y a d'autres enfants. C'est vrai qu'ils sont arrivés l'autre dimanche à 8 jours, en me disant, mais le patron a appelé où qu'elle était, il voulait la garder, elle est partie, elle s'est sauvée encore. Il dit, mais s'il y a rupture de contrat, moi j'ai dois de l'argent, faut que je l'envoie, quoi. Il y a d'autres enfants, Marie, ou ils n'étaient que tous les deux ? Non, elle est restée toute seule avec ses 2 enfants. D'accord. Et vous, donc c'est votre petite fille ? C'est ma petite fille, et puis moi ça me fait mal au cœur de pas, j'arrive pas à l'aider. Mais c'est de quel côté ? C'est-à-dire que c'est votre fils ou votre fille ? C'est ma fille. Sa mère, c'est ma fille. Et sa mère a aussi déconné pas mal. Excusez-moi de vous le dire, parce que moi, j'avais eu le malheur de perdre un fils aussi. Elle avait 17 ans, lui, il avait 14 ans. Lui aussi d'une maladie. Bref, en 3 mois et demi. Et donc, ça s'est répété. C'est vrai que je ne m'en étais pas trop occupée. Alors, la mère, c'était... Alors, je pense qu'elle a fait, des bêtises, mais moins importantes que sa fille. Et moi, elle était dans une école, et puis à la fin, elle m'écoutait. J'avais réussi à la mettre dans un centre pendant 6 mois. Sa mère, Oui. Mais là, elle, ils ont essayé. Ce que moi, j'ai dit à la mère, j'ai dit, essaye de la mettre. Mais oui, mais elle a 23 ans maintenant. Et elle ne laisse pas faire, elle veut pas. Le psy a dit qu'elle parlait pas.
Elle se laisse pas, c'est elle qui va bien, c'est nous qu'on est... oui, c'est nous qu'on n'est pas bien, quoi. En tout cas, elle a quand même envie de vous voir, Marie. Oui, mais j'espère, parce que là, aujourd'hui, quand même, je l'ai rappelé, et puis j'ai dit, bon, tu vas bien? Oui. 23 ans, j'ai le droit de mener ma vie comme je veux. Alors j'ai dit, écoute, t'as fait assez de conneries comme ça, j'ai été trop loin, là, je pense. Parce que j'ai dit, écoute, ton frère, il serait pas content de la vie que tu mènes. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu à ça? Elle a pas répondu. Oui. Elle est restée dans le silence et elle n'a pas répondu. À la fin, après, elle m'a dit, elle a eu un temps de recul. Et puis, elle m'a dit, oui, mais de toute façon, ça fait 23 ans que mon frère est parti. Et puis, j'ai dit, ça fait 7 ans que mon frère est parti. Moi, j'ai 23 ans, j'ai le droit de mener ma vie. Je dis, non, mais t'as le droit de te faire aider. Mais elle veut pas. Elle a dit qu'elle n'a pas besoin. Vous pensez qu'elle prend de la drogue? Oh, je pense qu'elle en prend encore, oui. Oui. Mais de toute façon, elle n'a plus de permis, elle n'a plus rien, hein. Ils ont tout enlevé parce que de toute façon elle avait des permis. Moi je les avais aidés parce que les parents n'ont peut-être pas forcément trop les moyens. Bon, ils sont des salaires notes et puis assez dépensés aussi, pas tellement. Et donc je lui avais acheté une première voiture qu'elle a. Bon, parce que moi j'ai eu de la chance d'avoir l'héritage de mes parents, donc je me suis dit il faut que j'aide mes petits enfants. Donc à chacun je leur ai acheté une voiture, des voitures d'occasion. Elle l'a cassée, j'en ai payé une autre, elle a encore pas fait le coup. Moi je veux pas maintenant. Dans l'état qu'elle est, je ne vais pas lui donner de l'argent pour qu'elle se drogue, quoi. Bien entendu. Je sais pas. Puis je sais pas comment faire parce que je sens qu'elle a besoin, mais j'arrive pas, moi. J'ai demandé à sa marraine du fait qu'elle était sur Facebook, qu'elle lui avait mis ça sur Facebook. J'ai demandé, tu peux pas, toi, essayer de la voir, de lui parler, je sais pas si elle va le faire. Vous savez, Marie, j'entends votre inquiétude de grand-mère pour votre petite fille. Bon, j'ai l'impression quand même que votre petite fille a été très délaissée. Ah, elle a été très délaissée par ses parents. Ils l'ont même mis dehors des fois. Ils l'ont même foutu à la porte. Ah oui, non, elle a été très délaissée. C'est pour ça que moi, ça fait mal au cœur. Moi, je lui ai dit, je veux bien que tu viennes chez moi, même que tu travailles pas, récupérer un moment. Bon, moi, je suis toute seule, je peux la récupérer, ça me gêne pas. J'ai pas de permis parce que je suis malvoyante. Enfin, j'ai 2 dixièmes de vision. C'est mon permis, mais bon. Mais autrement, là, je lui ai dit tantôt. J'ai dit si tu veux, normalement, d'après ce qu'elle m'a dit, elle est pas très loin de chez moi. Elle est à 10 kilomètres. Je peux avoir une copine on peut aller la chercher. J'ai une bonne copine là qui est de bon âge. On peut aller te chercher. Mais elle me dit, je recherche du boulot. Parce que ça, de toute façon, elle a toujours essayé de travailler. Elle n'a pas resté en place, mais elle a toujours essayé de travailler quand même. Mais là, maintenant, je crois que, oui, c'est parce qu'elle avait trouvé une bonne place. En Normandie, elle avait trouvé une bonne place. Elle était bien payée, ça c'est sûr, parce que le patron l'a dit à ses parents. Elle a dit, mais moi, j'étais bien contente d'elle, j'aurais bien gardé. Mais elle est encore sauvée. Alors là, du coup, je sais pas ce qui s'était passé parce que le problème, c'est qu'elle était dans une famille. Ses parents, il y avait des gens qu'elle connaissait, donc elle accouchait dans une famille. Et je pense qu'elle a pas voulu. Et les autres ont peut-être voulu essayer de la remettre dans le bon chemin, essayer de lui parler, puis ça n'a pas marché, quoi. Vous savez, Marie, on ne peut pas aider l'autre malgré soi, même si c'est sa petite fille. Je sais bien. Donc, ce que vous faites là, c'est-à-dire lui ouvrir votre porte, lui ouvrir votre cœur, lui dire je suis là. Je suis là pour t'aider si t'en as besoin, si t'as envie de changer, si t'as envie d'aller mieux, je suis là. C'est la seule chose que vous puissiez faire. Oui, parce que pour l'instant, on n'a pas très envie de changer. Et je sais pas. Mais elle est en grande souffrance. Ah ben, elle est en grande souffrance, ça c'est sûr, j'en suis consciente. Jusqu'au jour où je pense qu'elle a été limite l'autre fois. Parce que les parents me cachent aussi beaucoup de choses. Et quel rapport vous avez avec votre fille, vous, Marie? Mais ma fille, moi, j'ai toujours soutenu parce que elle a pas eu. Bon, j'ai toujours soutenu pour la bonne raison qu'elle a été violée par son père. Vous avez compris? Oui. Donc, je l'ai toujours soutenue pour la maintenir hors de l'eau. Alors elle, par contre, comme elle travaillait dans un hôpital, elle voit les psys. Elle en a vu beaucoup. À divers moments, elle a vu les psys. Elle a vu les psys. Après la mort de son gars, tout ça, elle a vu les psys, elle a vu, ils se sont un peu mis dans la débine, ils étaient un peu dans la débâcle. Et justement, ils étaient dans la débâcle et puis ils s'occupaient pas de leur fille. D'accord.
Et puis maintenant, c'est maintenant que ça se récupère plus, quoi. Et l'histoire s'est répétée en plus, Marie. C'est-à-dire que vous disiez que vous-même, vous aviez perdu un garçon, c'est ça ? Oui. Donc l'histoire s'est répétée, en fait. Ah ben oui, parce que quand son fils était rendu à Paris avec son mari, un jour elle était en vrac, bon, il fallait qu'elle va travailler parce que c'est elle qui avait les clés de l'hôpital, excusez-moi de vous le dire, enfin elle était en cuisine, c'est elle qui avait les clés, alors elle m'appelle et puis elle me dit oui, de toute façon les dernières nouvelles qu'on a, bon, il est fichu, il est bon. Alors j'ai dit, mais tu repasses à la maison. Et puis arrivé à la maison, elle me tenait comme dit, je vais aller sur la tombe de mon frère. Bon, on y est allé, et puis j'ai laissé faire, puis après elle me dit, tu sais, ça m'a fait du bien. Bon, j'ai dit, maintenant, ils vont rentrer de Paris, donc j'ai dit, si tu veux, je vais avec toi. Ah non, c'est notre problème, on y va. Et même moi, leur fils, ils ont empêché de le voir les derniers temps. Parce qu'ils voulaient, avant, quand j'allais, ou quand on essayait d'aller le voir, parce qu'on savait qu'il était malade, bon, je lui faisais une tarte, je faisais des gâteaux, des trucs qu'il aimait bien. Et, mais on sentait, oui, qu'est-ce qu'elle lui dit encore ? Ils voulaient pas, ses parents voulaient pas que j'intervienne auprès de leur frère, auprès de leur fils. Alors que je faisais que du bien, parce que moi les derniers temps, on a fait appel à moi quand il parlait plus, puis qu'il voyait plus. J'ai passé mes nuits à côté de lui, hein. Puis je peux vous dire qu'il se raccrochait à moi, mes gamins. Donc vous avez beaucoup donné pour vos petits-enfants. Je ne me suis pas occupée de la fille, parce que moi je me suis dit, là c'est maintenant que je rends compte, les parents n'ont pas fait ce qu'il fallait au départ. Ils pouvaient peut-être pas, hein. Moi je les critique pas. Ils pouvaient peut-être pas. Ils étaient dans leur deuil, dans leur chagrin. Oui. Ça, c'est sûr. Mais après, là, quand même, vous voyez, encore l'année dernière, pas cette année à Noël, elle est venue, mais l'année d'avant, il l'avait encore foutue à la porte. Elle était encore rendue chez une copine. Oui, elle nous emmerde. Elle a qu'à vivre sa vie, elle a qu'à trouver un copain, et puis... oui, il y a une vraie démission, là. Des parents. Alors, oui, il y a une vraie démission de la part des parents. Ah oui, il y a une vraie démission, oui. Donc finalement, son seul pilier, c'est vous. Oui, mais... Son seul pilier familial, c'est vous. Ben oui. Moi, je lui ai bien dit que j'étais prêt à l'aider. Elle me dit qu'elle n'a pas besoin d'aide, mais si, j'ai bien dit qu'elle était prête à aider. Vous savez, comme je vous le disais, Marie, ce que vous faites, c'est-à-dire lui ouvrir votre porte, c'est le principal. Oui, c'est le principal, mais... Vous ne pouvez pas l'obliger. Elle a 23 ans... Vous ne pouvez pas l'obliger. Quand même, ses parents, dans le début de l'année, là, qu'elle était si mal, je pense qu'elle a dû faire limite tentative de suicide, ça j'ai pas trop su. Parce que les parents m'ont toujours caché ces bêtises qu'elle faisait. Là, ça a été trop loin, parce que comme il y avait les huissiers, moi j'avais ouvert des comptes quand mes parents sont décédés. Excusez-moi, il y avait un peu de biens, il y a un peu d'affaires. Et donc j'avais ouvert des comptes, j'ai su comme ça moi les derniers coups, j'avais ouvert des comptes puis que j'avais mis pour mes petits-enfants. Et puis les autres je leur ai donné, mais elle, je savais qu'elle était en machine, donc je l'avais bloquée jusqu'à ses 25 ans. Heureusement que je l'avais mis dans mon nom, parce qu'autrement, l'argent, comme les huissiers couraient après, mais ils cherchaient de l'argent partout, il y en avait, ils lui auraient pris. Mais comme je m'étais mis responsable d'elle, ils n'ont pas pu y toucher, quoi. Bon, ça vous avez bien fait. En tout cas, on sent que vous avez la tête sur les épaules. Ah oui, parce que malgré tout ce que j'ai vécu, je peux vous dire que j'ai fait partie des femmes battues et ainsi de suite. C'est pas grave, mais je peux vous dire que j'ai toujours retombé, malgré ma mauvaise vue, malgré mes mauvais trucs. En tout cas, Marie, vous pouvez pas faire beaucoup plus que ce que vous faites actuellement. Cette émission se termine. Oui. Donc je vais devoir vous dire au revoir. Je sais bien, oui. Mais vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous faites. Voilà. Laissez votre porte ouverte, dites-lui que vous êtes là pour elle. Et c'est bien le principal. D'accord. Avec tout votre soutien et tout votre amour pour elle, malgré tout ce qui se passe. Oui, parce que moi, ça fait mal au cœur. Je sais, j'ai bien compris. Et c'est normal, c'est légitime. Mais vous faites ce qu'il y a à faire. Oui, c'est légitime. Et puis moi, j'ai connu quand même des cas difficiles. Donc, oui, j'ai bien compris. Je dois vous dire au revoir. Je vous souhaite une belle nuit. Merci. Au revoir, Marie. Merci. Merci à vous. Cette émission se termine. On se retrouve demain à 22h30 pour une nouvelle soirée de Libre Antenne. Je vous souhaite une très belle nuit sur Europe 1. Il est 1h du matin. Belle nuit à vous.